Salut, j'espère que vous allez bien. Le décompte est commencé. On est à quoi, à peu près 15 jours de Noël. Et cette semaine, avec Eduardo Dacosta, qui est directeur général ici de TV Laval, on parlera de la réalité de la télévision, de l'avenir de la télévision également sous toutes ses formes, avec les récentes coupures de Radio-Canada et précédemment également de TVA. On peut se questionner quand même sur ce médium. Il va nous parler également du bingo. Alors, vous allez apprendre une très bonne nouvelle. Maxime Trouman, qui est journaliste chroniqueur sportif dans lescoulisses.com, sera avec nous pour nous parler de l'actualité du Rocket de Laval. Kathleen Désir, qui, d'ailleurs, avec le Centre de pédiatrie sociale de Laval, le 15 décembre, c'est le début de leur campagne annuelle de la guignolée. On va jaser de ça aussi un peu plus loin. Valérie Prévost et de même que Marie-France Lamarche, qui sont de l'organisme Diapason Jeunesse, seront là pour présenter leur organisme. Aussi, on jasera ensemble d'hypnose avec Dany Labrec. José Laperle, qui est du CAP, viendra nous exposer des façons de mieux naviguer à travers le réseau de la santé. Laura Coulombe, qui est opticienne, nous parlera des verres de contact. Aussi, Sophia Yanantoineau viendra démystifier le monde de l'immobilier. Il y a Nicolas Vincent Poirier aussi qui vient jaser cinéma de films de Noël, certainement, mais d'un des films de l'année Oppenheimer. Et tout d'abord, Amélie Paul et Stéphane Hamel sont mes invités. Bonne émission. Mes deux prochains invités, soit Amélie Paul, que vous connaissez peut-être parce que c'est une ancienne collaboratrice dans cette émission qu'on avait le plaisir de collaborer ensemble, TV Laval Nouvelle, et Stéphane Hamel également qui est avec nous, qui est un des membres fondateurs également de la CAQ, mais qui partage ensemble la vedette finalement, co-animateur de ce balado en toute franchise qu'on va aborder avec eux. Salut! Salut! Merci d'être là. Bien, merci. Content de te retrouver, ma chère Amélie. Moi aussi, c'est toujours un plaisir. J'ai l'impression qu'il y a eu 3 vies depuis notre récente rencontre. Oui, mais c'est comme si on s'était vu hier. À peu près. Oui, c'est vrai. Le même contact, la même énergie, le même sourire que tu as conservé. Évidemment, on va parler de votre balado en toute franchise dans quelques instants, mais il y a eu cette pandémie. Vous avez eu certaines tribunes pour vous exprimer. Ça a été d'un bord comme de l'autre, peut-être certains qui vous ont trouvé polarisantes. Quelques mois, années plus tard, qu'est-ce que vous en retirez de cette tribune qui a été créée un peu avec la pandémie, là? Si spontanément je me tourne vers toi, ma chère Amélie. Ça, c'est une très bonne question quand même. Super question. Je suis sortie de ma grande naïveté, à savoir que moi, au tout début, j'avais une tribune, oui, sur les réseaux sociaux, et je l'ai utilisée comme ça pour dire mon opinion, mais je me suis rendu compte que c'est pas bon de dire son opinion sur tout dans la vie. Alors oui, c'était un sujet polarisant, on le sait tous, mais les gens qui ne passaient pas comme, disons, le narratif officiel qui était mis de l'avant, on a été très ostracisés, ça a été difficile, je vais pas dire le contraire, effectivement, juste pour dire une opinion, en fait. C'était spécial de réaliser ça. Puis Stéphane, est-ce que pour toi, est-ce qu'il y a des regrets? Est-ce que tu ferais les mêmes choses? Est-ce que tu sortirais et tu émettrais tes opinions de la même façon ou tu garderais une réserve à certains égards aussi? Aucun regret, même que je pense que j'aurais été plus loin. On a eu quelque chose qu'on n'a jamais vu au Québec. Au Québec, on était habitué de pouvoir avoir la liberté d'expression, de dire ce qu'on veut. Puis là, tout d'un coup, il y a eu plein de choses qui étaient tabous. Puis je pense qu'il y a plein de gens qui se sont levés et dire non, on veut continuer à dire ce qu'on a à dire. On veut être en désaccord, on veut s'opposer à certaines choses. Et c'est ce que j'ai fait. Puis je pense qu'aujourd'hui, même aujourd'hui, c'est pas revenu encore. Il y a beaucoup de limitations, il y a beaucoup de choses taboues qu'on n'a pas le droit de discuter, puis c'est ça notre show. C'est de ramener le débat. Ramener le débat, parce que le débat, ça sert à trouver la vérité. Donc, je veux entendre toutes les opinions. Mais on s'entend que la vérité peut être différente pour chacun d'entre nous. Absolument. C'est pour ça qu'on invite tout le monde. Ouais.
Bon, il n'y a pas beaucoup de monde qui pensait pas comme nous au moment de la COVID, qui accepte de venir au podcast, mais on les invite. D'ailleurs, on va avoir Eduardo qui va venir bientôt. Ben, ce que j'ai apprécié, j'ai regardé certains épisodes de vos balados. Puis on peut, à tort ou à raison, on peut être d'accord en désaccord avec certaines positions de vos invités, ou même de vos positions aussi, mais je dois avouer quand même qu'il y a une panoplie d'invités sous différents horizons et vous laissez place à la conversation quand même dans la plupart et le temps aussi, c'est ce que permet aussi un balado, c'est qu'on peut avoir le temps, ce que d'autres tribunes n'ont pas. Nous, on a la chance d'avoir des 8-10 minutes dans cette émission, ce qui est dans un format beaucoup plus grand que la TV conventionnelle où tout est très resserré. Et un balado aussi, c'est un format qui permet 2 heures, 3 heures d'échange. Ouais. Alors, je dois dire qu'il y avait quand même, en toute objectivité, je dois dire qu'il y avait quand même cette possibilité-là pour vous inviter de pouvoir s'exprimer. Oui, puis tu disais que la vérité, il y a chacun sa vérité, mais quand tu les confrontes, les opinions des différents, habituellement, on arrive tout le temps à une vérité. Il n'y a pas plusieurs vérités, il y en a juste une. Mais il faut les confronter, les opinions. Je pense que c'était ça qui manquait durant la pandémie. Ouais. Il y avait un manque de débat. Puis c'était clair, il me semble que c'était évident dans les médias. Et c'est ce qu'on dénonçait, en fait. On aurait aimé voir des gens de différentes opinions. Et ceux qui osaient peut-être dire autre chose, mais étaient tout de suite... se faisaient mais il y avait des gens, par contre, vous en convenez qu'il y avait des gens qui disaient à peu près n'importe quoi de farfelu, sur aucun fait. Ouais. Et moi, je suis quelqu'un qui se base sur la science pour pouvoir établir mes décisions, pouvoir les entériner, mes décisions. Puis ça, c'est mon choix à moi. Puis moi, je laisse quelqu'un en face de moi qui, lui, un autre citoyen, pour lui, c'est autre chose mais là, de faire son choix. Tu dis que tu te bases sur la science, mais là, ce qu'on nous a dit, c'est de croire en la science. Ouais. Croire en la science, c'est le contraire de la science. La science, c'est le doute. Mais ça, c'est un autre débat. Là, je veux pas aller, je veux rester dans la conversation qu'on a actuellement, mais on s'entend sur le fait que je pense que chacun des individus avait sa propre réflexion à faire. C'est juste que je trouvais que c'est comme dans n'importe quoi. Autant quand on prend la politique de gauche, de droite, il y a les extrêmes. Exact. Il y a les extrêmes. Il y avait du monde qui allait beaucoup trop loin dans peut-être des théories farfelues, qu'on pourrait dire des théories du complot. D'ailleurs, le mot complotiste, je t'interromps, mais le mot complotiste, vous, là, d'avoir été catalogué de complotiste, là, est-ce que, tu sais, je veux dire, votre définition de complotiste, parce qu'on a un type de personne, quand on pense à complotiste, on a un type de personne qui pense en tête. Avec la terre plate puis un chapeau d'aluminium. Ou autre, mais vous, je veux dire, je veux juste savoir votre réaction, parce que c'est vous, tu sais, je veux dire, on vous a vilipendé là, sur la place publique, là, je veux dire, pour vous, comment ça a été aussi, on l'a un peu effleuré tantôt, mais si on pousse plus loin dans cette veine-là. Ben écoute, moi je me considère pas complotiste. Je me considère comme quelqu'un qui pose des questions et qui doute des versions, pas nécessairement en pensant qu'on se fait mentir, mais plus en disant wow, attends une minute, là, il y a peut-être une autre version ou une autre vérité qu'on peut trouver avec ça. Mais aujourd'hui, aussitôt que tu poses des questions sur les choses que je disais tantôt qui sont tabous, t'es complotiste. Tout de suite. Moi, Alex, ça fait longtemps que tu me connais, ça fait plusieurs années. Ceux qui travaillent ici, dans le temps que j'étais à TV Laval, me connaissent. Je suis quelqu'un de très, très santé, grano, comme on dit. Tu étudiais là-dedans, d'ailleurs. Exact, je suis naturopathe. Je prends pas de médicaments. Puis j'ai toujours été comme ça dans le temps de... C'est quoi l'autre semi-pandémie qu'il y avait? H1N1. J'avais pas pris un vaccin, donc à cette pandémie-là, ben pour moi, c'était normal. Non, je prends pas de vaccin. Donc, j'étais catégorisée de complotiste à cause de ça. Non, mais moi, je prends pas de produits chimiques, tu sais, je suis pas complotiste. Il me reste peu de temps, mais je veux quand même qu'on dise en une minute ou deux. Là, c'est sûr, ce balado qui est tourné ici, dans nos studios aussi également. Donc, c'est une belle façon pour nous, bien sûr, merci à TV Laval de pouvoir quand même, donc aussi, utiliser les espaces. Puis s'il y en a d'autres qui ont des projets, des idées comme vous, bon, on les invite bien sûr à venir chez nous. Mais chose certaine, vers où vous voulez aller, vers où vous voulez faire évoluer ce balado-là en toute franchise? Bien, je pense que l'idée à la base, comme Stéphane a dit, c'était de ramener le débat. Ouais. Et puis, en étant la télé communautaire de Laval, on espère peut-être aussi aller chercher un autre public qui nous aurait pas écouté sur YouTube puis, ou qui partageait pas nos idées, mais là, justement, d'étendre
le public, recevoir des invités qui pensent pas comme nous, d'avoir plus d'échanges, de débats intéressants comme ça avec des gens qui pensent drastiquement pas comme nous. Qui vous aimeriez avoir qui pensent pas comme vous, par exemple? On émet des idées comme ça, là, spontanément. Ben, n'importe qui dans le domaine artistique. Je dis pas qu'ils pensent pas comme nous, mais je pense qu'ils se sont pas exprimés. Puis ils n'ont pas eu la chance de s'exprimer sur tout ce qui s'est passé. Puis aussi les événements qui sont actuellement en cours. On invite François Legault. Oui, regarde, ça serait le... peut-être des plugs. Je sais que Guylaine Tanguay, elle travaille ici. Donc moi, j'aimerais bien l'avoir à notre émission. Oui, c'est fait maganer par le mouvement complotiste. Non, c'est ça, elle a eu une émission effectivement pendant quelques OK. Mais bon, n'importe qui, en fait, qui a un mot à dire. Parce qu'on a du fun, nous autres, aussi, quand on fait... C'est pas sérieux, là, nous, c'est pas toujours sérieux, on a du fun, puis nous, on est rarement d'accord aussi, tu sais. Parce que là, vous étiez d'accord dans cette rencontre. C'est rare, quand même. Non, mais elle est plus complotiste que moi. Je suis pas complotiste! Hey, sur ces mots, allez retrouver, si vous êtes curieux, après cette conversation, au bas de l'écran, vous avez les liens pour trouver en toute franchise le balado. Merci à vous deux, Stéphane. Merci à toi. Merci, Émilie-Paul, ça a été agréable comme conversation. Merci. Merci. C'est rare que j'ai mon boss en studio. Moi, je pense que dans les prochaines minutes, je vais faire attention à ce que je dis. Eduardo Dacosta, qui est directeur général de TV Laval. Salut. Salut. Évidemment, il y a eu, au cours des derniers jours, cette coupure de postes. C'est 800 postes, c'est 125 millions qui a été coupé à Radio-Canada. Puis ça, c'est quelques semaines avant que, évidemment, TVA, on apprenait après la même nouvelle, c'est-à-dire 547 postes. On voit la télé, on voit nos médias, de plus en plus difficile. Quand on pense à une télé communautaire ici, sur le territoire lavallois, donc TV Laval, quel est l'avenir de la télé communautaire et de TV Laval? Faut pas oublier aussi que Bell a fait énormément. C'est vrai. J'ai pas calculé exactement combien de personnes sont atteintes directement avec ça. On parle de milliers, là. On parle de milliers de personnes qui sont atteintes. C'est vraiment une catastrophe. C'est une catastrophe, mais je l'ai déjà vécu, cette catastrophe-là. Je l'ai vécu parce que pour avoir été longtemps dans la musique, la journée que Spotify est arrivé, la journée que Apple est arrivé, on a vécu exactement la même chose. La musique, on n'était plus capable de la vendre, on l'a donnée, et c'est tout le monde, sauf le Québec, qui était capable d'en profiter. Donc, je suis un peu surpris de voir qu'on s'était pas préparé à ça, parce que ça fait longtemps. Moi, je pense que la télévision va toujours exister. On n'a jamais eu autant d'émissions millionnaires. À l'époque, il y avait La Petite Vie qui faisait 4 millions. Aujourd'hui, des émissions millionnaires, ça l'arrive régulièrement. À TVA les dimanches, notamment. TVA, c'est incroyable. Ouais. On a des émissions tellement de qualité avant le crash qu'on écoute. On a tellement de talent. Je pense pas que la télévision, un jour, va s'en aller. Qu'est-ce qui en reste là le moment? Je crois que le message, le vrai combat, et les grands patrons de nos télévisions essayent de faire comprendre à nos gouvernements que ça prend plus d'argent pour le faire. Et je crois que c'est vrai. Parce que... Puis dans une télé comme ici, la réalité d'une télé communautaire qui n'a pas nécessairement déjà les moyens à la base. On n'a jamais eu les moyens. Non, c'est ça, mais quand même, là, justement, devant cette réalité-là, compte tenu qu'eux n'ont plus nécessairement les mêmes moyens qu'avant pour des grands réseaux, des empires comme Québécois, on peut se questionner l'avenir d'une télé comme ici. En fait, les télévisions communautaires, nous autres, on a toujours existé parce que Pierre-Carl Péladeau aime la télévision, puis il a toujours cru en la télévision communautaire. Et je crois que si aujourd'hui on est encore ici, c'est parce que c'est lui qui le veut. Tu sais, c'est complet. On avait des subventions avant qui venaient directement de Québécois, de Vidéotron, qu'on n'a plus. On n'a plus aucune subvention. On est soutenu par le MCC qui nous aide quand même convenablement avec des très petits peu de budget de 30 000 par année. Ville de Laval qui s'implique un petit peu aussi là-dedans. Mais on n'en a plus de moyens pour faire la télévision communautaire. Et je pense que si les télévisions communautaires à travers le Québec fermaient demain matin, on serait surpris de voir combien de personnes seraient mis à pied. Ouais. Le nombre serait vraiment impressionnant. Et surtout, le nombre de bénévoles tu sais, ici, là, on est une trentaine. On n'est pas 30 employés, mais il y a des bénévoles qui viennent ici puis qui donnent de leur temps puis qui font de la télévision vraiment le succès qu'on a. On voit, là,
Ici, derrière, on a Lucette qui est derrière, Jacques qui est aussi, qu'on peut voir à l'écran actuellement. Il y a Daniel qui travaille régulièrement, Simon aussi qui est avec nous, derrière la caméra. Normand qui vient directement de Radio-Canada, qui est retraité aujourd'hui, qui vient nous aider. Mais c'est tous ces gens-là qui vont faire qu'on va pouvoir continuer. Parce Puis que... l'appui de la population aussi. Je pense que le bingo, qui est une des façons, les dimanches à 9h30 sur notre antenne. C'est la seule façon qui reste de subventionner la télévision. Et tu m'emmènes, quand on parle de bingo, le problème qu'on vit, c'est qu'il faut que tu sois abonné Vidéotron pour pouvoir encourager. Puis à chaque carte que les gens achètent de bingo, bien, c'est directement pour encourager la télévision communautaire à être capable de survivre. Ce qu'on a fait maintenant, à travers, on a un grand mérite à donner à Alain là-dessus, à la réalisation. Mais à la réalisation, toutes les gens qui sont pas abonnés à Vidéotron, qui sont par exemple, qui n'ont pas de télévision ou qui sont avec Bell, à partir de 2 semaines à peu près, ils vont pouvoir jouer directement sur le site Internet de la télévision. Est-ce que ce sera aussi à partir de la page Facebook de... C'est direct. Non, c'est seulement sur le site Internet. Okay, voilà. Donc, ils vont aller à télévision tvrl.ca. Ils vont pouvoir... il y a un onglet qui va être écrit « Cliquez ici, c'est le bingo ». Tu vas pouvoir jouer au bingo directement sur le site Internet. C'est aussi ça, la numérisation, de travailler avec l'Internet. Donc, on a une nouvelle façon pour pouvoir avoir plus de joueurs et on a besoin de ça parce que si on reste simplement comme qu'on est là, on passera pas à travers. C'est un modèle qui est appelé à se réinventer. C'est un mot qui est plate à employer, là, surtout dans cette réalité qu'on connaît actuellement, parce que moi aussi, j'adore venir ici, faire cette émission-là hebdomadaire. C'est important. Puis c'est important parce qu'on donne une voix, on donne la parole à des organismes, à des événements ici sur le territoire lavallois, là. Tout ce qui se passe à Laval passe par la télévision communautaire. Il n'y a pas un organisme à Laval qui vient pas ici pour pouvoir parler de lui. Exact. Le maire de Laval, à tous les mois, est sur nos ondes puis nous dit qu'est-ce qui se passe. C'est important. C'est sûr que nos grands patrons à nous, c'est le CRTC. C'est le CRTC qui décide, bon, toi, tu vas avoir tant d'argent. On est un petit peu les oubliés du CRTC. Si demain matin, le CRTC nous dit, vous avez le droit de faire de la publicité à la télévision communautaire, même si la publicité est en perte, est en chute libre dans les émissions de télévision, nous, ça nous en prend pas tant que ça. Tu sais, un Bourassa de ce monde ou un Apple à Laval qui met un petit peu d'argent dans la télévision, ça fait une grande différence. On va réussir. J'en suis persuadé. Et tu es l'homme de la situation comme d'habitude. Merci. Je suis même pas payé pour le dire. Oui, je suis payé pour le dire. Eduardo Dacosta, merci beaucoup. Merci. Il sait tout sur la Ligue nationale de hockey, les différentes ligues aussi de hockey en Amérique du Nord. C'est un grand passionné de hockey. Vous pouvez lire en tout temps dans lescoulisses.com sur toutes les tribunes. Bien content de le recevoir. Maxime Trouman, salut. Salut Alex, comment tu vas? Bien, ça va super bien. Abordons tout d'abord, avant de jaser plus loin du Canadien de Montréal, de son club école et de notre Rocket de Laval. Ça va pas bien au moment de se parler. C'est 7 défaites en ligne pour la troupe de Jean-François Houle. On explique ça comment? Parce que début de saison quand même qui était pas mal mieux et on avait d'espoir en voyant des Joshua Roy, des joueurs aussi nouveaux venus qui étaient en très grande forme, là. Oui, on explique ça par un processus. Tu sais, la Ligue américaine, c'est une ligue où des jeunes viennent faire leurs erreurs. On pense à Joshua Roy qui connaît beaucoup de succès pour commencer la saison, produit, se dit peut-être que tout va être un peu plus facile que ce l'est, et là, est dans une léthargie, a de la misère à aligner les points depuis 5-6 matchs. On peut penser à des gars rappelés. Tu sais, tu as des défenseurs qui font bien. Il y en a qui se blessent à Montréal, ben on rappelle Lindstrom, on rappelle Struble. Tu sais, c'est difficile. On n'a pas de gardien de but numéro 1. Vu qu'on en a 3 à Montréal, on jongle avec des gardiens numéro 4, 5 et 6 à Laval. On peut penser à un groupe de joueurs qui n'a pas tant de maturité que ça. Tu sais, il faut que tu apprennes à gagner en perdant. Mais là, c'est peut-être l'époque où on perd et qu'on est en train d'apprendre à gagner. Donc, il y a plusieurs facteurs, plusieurs raisons pourquoi le Rocket a de la difficulté. Je pense que ça va se replacer, mais pas nécessairement demain. Je pense que vers février, mars, avril, peut-être qu'il va être trop tard, on verra. Ça va se replacer, mais c'est un processus. Faut passer au travers. Harper Jacquin, qui actuellement est à Laval, est-ce qu'il est là pour rester ou tu penses qu'il va être rappelé éventuellement? Il y en a qui parlaient peut-être de remise en forme avant d'être rappelé par le grand club.
Oui, ben c'est pas une remise en forme. Ça, ceux qui ont dit ça, c'est pas une information qui est véridique. Jacky est là pour justement le processus. Il aurait dû probablement jouer à Laval l'année passée. C'est pas arrivé parce qu'il y avait des blessés. Et lui est arrivé chez le Canadien par surprise et il a passé la saison là. Il y avait de la difficulté avant de se blesser. Il a raté 2 semaines et demie une fois qu'il était blessé. Et quand il revient, d'habitude dans le hockey, on redonne le poste qu'un athlète avait avant de se blesser. On l'a pas fait parce que Struble a bien fait, parce que Lindstrom a bien fait. Donc, on prend Jacky, on veut pas le ramener où il était. Il y a des gens qui l'ont dépassé dans la hiérarchie et on l'envoie à Laval. Les performances de Jacky vont dicter la suite. S'il a l'air d'un homme avec des enfants, il va revenir à Montréal rapidement. Par contre, si sa prise de décision est difficile, s'il n'est pas capable d'avoir l'air vraiment meilleur que les autres et que les gars font bien à Laval, à Montréal en haut, puis qu'il n'y a pas de blessure, ça pourrait être un peu plus long. Moi, j'espère une chose, puis là, c'est un peu un rêve un peu fou, là. J'espère qu'on va l'essayer à l'attaque au moins une période. Je veux dire, on a beaucoup de défenseurs, moins d'attaquants. On t'envoie à Laval dans un projet, dans un processus. Essayons-le. Si ça marche pas, c'est ça, c'est la Ligue américaine, c'est comme ça. Ouais. Essayons-le pas à Montréal à l'attaque. J'espère qu'on va l'essayer au moins une période. Ben, en tout cas, au moins, il va créer de l'espace, ça c'est sûr, pour ses collègues sur la glace avec ses bonnes mises en échec. Ça, c'est une évidence. Déplaçons-nous maintenant vers le Canadien de Montréal. Récente signature de contrat de Samuel Montembeault, 3 ans, contrat qui, d'ailleurs, je pense dans les deux sens, est vraiment gagnant pour les deux clans. Quand on regarde ça, est-ce que ça annonce bientôt la fin du ménage à 3? Ben, il faut que ça annonce la fin du ménage à 3, puis j'espère que c'est déjà fait quand vous nous écoutez ou que ça va être fait dans les prochaines minutes, prochaines heures, prochains jours. Ça l'a assez duré. T'sais, on regarde Samuel Montembeault, il accorde 1 but de moins que tous les autres gardiens du Canadien. Primo et Allen accordent 1 but de plus par match. Donc là, tu te dis, on a un gardien qui maximise nos chances de gagner. On veut jouer des matchs significatifs au printemps, même si on ne fait pas les séries, on va être encore dans la course en mars-avril. On est prêt à justement envoyer Jacky à Laval pour avoir la meilleure formation possible à Montréal. Et pourtant, on n'envoie pas toujours le gardien qui nous donne les meilleures chances de gagner devant le filet. Samuel Montembeault a eu 40% des départs seulement, et c'est ton gardien numéro 1 que tu viens de signer comme un numéro 1, qui est québécois en plus, qui connecte avec les partisans, qui offre de bonnes performances. Bref, il faut qu'on arrête le ménage à 3, qu'on choisisse notre numéro 1, on vient de le choisir, et qu'on choisisse le bon numéro 2, et ensuite qu'on aille avec ça, parce que la rotation à 3, là, football, j'ai jamais vu ça. Là. Le bon corps arrière dans l'NFL, tu le ramènes, tu roules pas à 3 parce que tu veux donner du temps aux 2 autres. Là. Il est temps que le Canadien fasse ça. Là. Et même les ménages à 2, là, on se rappelle peut-être de Fernandez et de Roll Lawson. Tu te rappelles de ça avec le Wild du Minnesota jadis, pour ceux qui sont des fins observateurs. Ça avait bien fonctionné, mais c'est assez rare, ce genre de ménage à 2 là, qui peut être convaincant. Oui, exact. Puis ça, c'était à 2. Fait que, imagine à 3. Oui. Les exemples de ménage à 3 sont très peu nombreux. Puis souvent, le 3e, il ne fait pas partie de la rotation régulière avec les 2 autres. Puis il y a quand même un gardien qui a au moins 50% des départs. Là, le problème, c'est qu'on n'en a même pas. On dirait comme des élections. Tu sais, quand ça gagne à 32 contre 28, 27, il n'y a personne qui a pris les devants. Mais chez le Canadien, il faut qu'on identifie un 50 plus 1. De toute façon, quand tu dates 3 personnes, c'est bien rare qu'il y en a une qui va aller dans la couchette. Il y en a toujours une qui va aller dans la couchette plus que l'autre. Mais ça, c'est une autre affaire. J'aimais mieux la politique. Je vais te laisser les amours. OK, c'est bon. Mais Max, je reste quand même sérieux. Tu sais, on parle de hockey, c'est sérieux. Je veux qu'on parle de Slafkovský parce que dans cette victoire du Canadien contre le Kraken, Slav, là, quand même si peut-être il ne noircit pas aussi souvent qu'on voudrait en tant que partisan la feuille de pointage, il joue bien dans les 2 sens de la patinoire. Oui, puis ce que j'aime voir, c'est qu'il a pris confiance, ça se répercute dans sa façon de jouer, et Martin Saint-Louis lui donne du temps en avantage numérique et l'a amené sur le premier trio avec Suzuki et Cole Caulfield. C'est ça, un système méritocratique. Tu fais bien, je t'en donne plus. Tu fais moins bien, je t'en donne moins. Et Slafkovský est en train de jouer le meilleur hockey de sa carrière. C'est pas Connor Bedard, c'est pas Connor McDavid, mais c'est Juraj Slafkovský. Il va au filet, il frappe, il reste debout, il fait des belles passes, il prend des bons tirs. Je veux dire, tu peux pas demander beaucoup mieux d'un jeune comme Slafkovský. Donc, espérons que lui va continuer, puis qu'on va continuer, nous autres, en tant que partisans, d'être patients, parce que c'est pas là qu'on peut dire si c'est un flop. On le dira peut-être dans 3-4 ans ou peut-être pas, mais en ce moment, il faut être patient en tant que coach, partisan et Juraj lui-même. Moi, je sais pas, quand on te donne un câlin, Maxime, si c'est le fun. Je sais pas si... Je sais que tu es imberbe de la barbe, fait que bon, c'est sûr que c'est pas comme moi avec ma barbe rousse. Mais par contre, j'ai de quoi quand même de commun avec Youpi. On a la même couleur de barbe. Alors, les rouquins sont quand même très avantagés dans la vie. Faut payer cher pour avoir un câlin de Youpi, hein?
Oui, c'est probablement la polémique de la semaine. J'ai lancé un tweet. Bref, le Canadien m'a envoyé une pub sur Facebook, sur Meta, avec probablement mon comportement de fan de sport. Ça me disait d'acheter un forfait folie fourrure. J'étais bien curieux, je suis rentré là-dessus. 195 $ plus taxes pour être certain que Youpi va venir te voir à ton siège pendant un match du Canadien où tu as déjà payé 200-300 pour être là, le parking, la nourriture, peut-être une bière. Puis je veux dire, Youpi, c'est pour des enfants. Moi, j'ai eu beaucoup de misère à ce qu'on monétise une visite d'une mascotte quand tu es déjà dans le Centre Bell. Elle devrait venir, avec l'expérience d'être à un match canadien. Donc, j'ai de la misère avec ça. Le Canadien a dit après que les profits allaient être à la fondation. Quand on décortique, on comprend que les revenus, moins les dépenses, c'est les profits. Et que dans les dépenses, on va mettre plein de trucs, là, le sac de cadeaux, le salaire de Youpi, le salaire de l'accompagnateur, les frais d'administration, etc. Donc, tu sais, au final, je pense que le Canadien a essayé d'étirer l'élastique et ça lui a pété en plein visage, mais on regardera la suite de cette histoire-là de Youpi, folie fourrure. Et merci beaucoup à toi, mon cher Max Truman. On te trouve dans lescoulisses.com, dans lescoulisses.com, dans lescoulisses.com, dans lescoulisses.com. Amen, telle une homélie. Je voulais le dire parce que c'est la référence dans le domaine du sport. J'adore aller là pour les potins, pour le sport, pour être au courant de nos ligues, dont le Rocket de Laval. Merci à toi, Maxime Truman. Merci, Alex. T'es fin pour les 3-4 plugs, j'apprécie. Ça fait plaisir. Merci à toi. À bientôt. Salut. Il y a de ces gestes qui parfois, que nous pouvons sous-estimer, mais qui peuvent contribuer à ajouter de la lumière dans les yeux de nos enfants, de faire vivre de la magie aussi. C'est un mot qui peut vous sembler, ou une façon de vous présenter notre prochaine invitée qui peut sembler un peu galvaudée, mais je pense qu'elle sera bien présente et surtout bien entière, avec beaucoup d'arguments pour corroborer ce que je viens de dire. Madame Kathleen Désir, donc, qui est directrice générale du Centre de pédiatrie sociale de Laval. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. J'évoquais, bien sûr, dans ma prémisse, le fait qu'on peut ajouter, je pense, de la lumière dans les yeux de nos jeunes enfants si on contribue à cette campagne de la guignolée, là, soit du 15 décembre au 15 janvier. Je pense que c'est pas peu dire. Absolument. On est vraiment dans une campagne importante. On sait qu'on a vécu tellement de choses après la pandémie, présentement la récession, l'inflation et tout. Fait qu'on a beaucoup d'enfants qui mériteraient un petit coup de pouce là, de nos communautés. Ouais. On le disait avant d'ouvrir les caméras et d'être témoin de cette conversation également pour les spectateurs, téléspectateurs actuellement, mais vous me disiez qu'ici à Laval, on a donc cette zone où nos jeunes sont les plus vulnérables comparé partout à travers le Québec. Exact. J'étais vraiment surpris. Pourquoi? Oui, c'est une bonne question. Pourquoi? C'est une très bonne question. C'est multifactoriel, mais je dirais qu'il y a une étude là, qui a été sortie en 2022 où est-ce qu'on va vraiment faire le mapping, là, de la cartographie de tout le Québec, puis qu'on regarde zone par zone. Et effectivement, Laval est l'endroit où nos enfants sont les plus vulnérables. C'est-à-dire que 34% de nos enfants sont en situation de vulnérabilité. Puis là, vulnérabilité, c'est un mot qui est large. Ouais. On parle d'enfants qui ont des besoins, soit au niveau de la stimulation du langage, des besoins affectifs, des besoins émotifs, ou encore même en vulnérabilité, en situation précaire, là, de la difficulté, l'insécurité alimentaire. Nous, les enfants qu'on reçoit au Centre de pédiatrie sociale, ont des parcours migratoires assez complexes. Laval est un berceau d'accueil, donc il y a vraiment beaucoup d'immigration qui vient à Laval. Puis on a un haut taux aussi de monoparentalité. Bref, c'est hyper complexe les raisons pour lesquelles Laval est en soi la ville où est-ce qu'on a le plus d'enfants en situation de vulnérabilité. En tout cas, je me sens vraiment touchée par ce que vous venez de dire. J'imagine que les gens aussi à la maison... Peut-être vous expliquer ce que c'est un exemple de pédiatrie sociale, de ce que ça peut changer également dans le quotidien d'un enfant, dans les situations que vous nous avez notamment relatées et évoquées. Oui, en fait, la pédiatrie sociale, c'est un espace, premièrement, c'est une entité qui est communautaire. On est un OBNL. Donc, c'est un espace où est-ce qu'on offre des soins de santé et des services psychosociaux à tous les enfants qui sont en situation de vulnérabilité. Donc, un enfant qui arrive au centre de pédiatrie sociale peut être référé soit par le système de santé, soit ça peut être l'école, toutes sortes de partenaires ou encore du bouche à oreille. Donc, c'est des enfants qui, pour toutes sortes de raisons, n'ont pas accès aux services des institutions publiques. Pour toutes sortes de raisons. Par exemple, des parents qui ont eu une histoire difficile avec le réseau, des situations d'enfants avec la DPJ, des situations d'enfants qui ont vécu un gros trauma, des enfants qui sont arrivés ici après une période de guerre. Donc, ils sont arrivés d'un pays où est-ce qu'ils étaient en guerre, arrivent ici sans papier, des réfugiés, des parcours migratoires difficiles et complexes, n'ont pas accès aux services médicaux.
Nous, on les accueille avec un médecin, puis avec une équipe de services adaptés à leur réalité ou est-ce qu'eux, peut-être, ont vécu, vous avez parlé de quelqu'un qui, peut-être, ici, atterri à Laval, donc j'imagine, ne parle peut-être pas le français. Exact. Vous avez, j'imagine, le personnel qui est là pour répondre dans leur langue pour qu'au moins il y ait une forme de compréhension mutuelle. Oui, tout à fait. On fait appel à plusieurs interprètes pour faire en sorte que ces rencontres-là entre le médecin puis tous les professionnels autour, donc travailleurs sociaux, psychoéducateurs, dépendamment des besoins des enfants, il y en a même qui ont de l'art-thérapie ou encore de la musicothérapie. Wow. Fait que c'est vraiment un vaste ensemble parce que chaque enfant n'est pas pareil. Puis je vais vous donner un exemple. On a un enfant qui est arrivé dans un pays qui était en situation de guerre. Arrivé ici, on comprend que la famille, lorsqu'elle arrive ici, n'a pas de métier, n'est pas reconnue pour ce qu'elle a accompli, ses études, sont arrivés ici, sont en choc post-traumatique et doivent se retrouver des ressources, trouver de l'emploi. Mais en arrivant au centre de pédiatrie sociale, cet enfant-là était vraiment en mode trauma. C'était difficile à l'école. Il y avait de la difficulté à performer. L'école nous l'a référé. On a commencé à avoir des petites activités avec eux, puis on s'est rendu compte que cet enfant-là, à la cour de récré, il y avait vraiment du fun au soccer. Il était bon, il était sportif et c'était la seule chose là où est-ce qu'on sentait qu'il était allumé, qu'il était présent. Donc, nous, on l'a mis en contact, en fait, la famille avec un donateur qui a fait en sorte que cet enfant-là a pu aller dans une école sport-études. Oui, c'est ça. Exact, sport-études. Et là, on a pu l'accompagner. Puis aujourd'hui, on regarde tous ses exploits, puis le fait qu'il soit bien intégré à l'école, qu'il parle le français, qu'il ait des amis, il a retrouvé une vie. Puis les parents, on se sont trouvés aussi un métier. Fait qu'on les accompagne pour une durée qu'on ne sait pas, ça dépend des enfants, mais c'est vraiment de les aider puis offrir un filet de sécurité à ces enfants-là. Ah, c'est touchant, ça vient me happer littéralement. La prochaine étape, c'est, on parlait de campagne jusqu'au 15 janvier. Comment peut-on vous aider? Donc, comment peut-on donner, par exemple? Bien, je dirais la première chose, c'est vraiment d'aller sur notre site Internet, cpslaval.org. Et là, vous allez voir toutes sortes de façons. Il y a un bouton « Donner ». Vous pouvez donner et contribuer à la mission du Centre de pédiatrie sociale. On est en période de guignolée, c'est le bon moment. On a aussi un tirage des vins où est-ce qu'on peut gagner toutes sortes de prix pour les amateurs de vin. C'est vraiment une super belle façon de pouvoir contribuer. J'entends mon collègue Jacques qui est allumé actuellement. Ça va me faire plaisir, Jacques, de te voir après. Alors, Jacques, faut que tu donnes de l'argent. Donc, on a le tirage de vin, puis on peut même gagner un billet aussi une paire de billets pour Air Canada. Puis pour les entreprises qui ont envie de contribuer, on a l'arbre de joie qu'ils peuvent installer dans leurs organisations pour faire en sorte que les employés sentent qu'ils contribuent vraiment à la communauté. Ouais. Est-ce qu'il y a aussi par contre, moi, si j'ai pas les moyens financiers pour pouvoir donner, est-ce que dans certaines activités que vous faites, on peut aller donner du temps en tant que bénévole, par exemple? Oui, absolument. Dans le fond, si vous souhaitez être bénévole, simplement aller sur notre site Internet, encore cpslaval.org, puis vous allez voir, il y a un volet bénévole. Vous inscrivez le fait que vous souhaitez être bénévole et contribuer. Puis après un échange, à l'entrevue, on peut voir là où vous pouvez faire une différence. Des fois, ça peut être de l'aide aux devoirs. Des fois, ça peut être de participer à notre grande campagne de guignolée. Des fois, on nous a peut-être vu au coin de certaines rues. Donc, les bénévoles, ils sont là pour ça. Puis il y a toutes sortes d'autres campagnes. Puis on a notre campagne au printemps Maman de cœur qui s'en vient où est-ce qu'on cherche des mamans qui ont envie de faire une différence ou des gens qui sont sensibles à la cause. Vous viendrez nous en parler. Avec plaisir. Merci à vous. De joyeuses fêtes et on fait appel à la grande générosité des Lavalloises et des Lavallois. Merci à vous. Merci. Est-ce que vous connaissez l'organisme Diapason Jeunesse qui d'ailleurs soulignait le 10 novembre dernier ses 25 ans? On va répondre à cette question. Puis peut-être même pour vous, si vous avez des jeunes, ça pourrait être un organisme qui pourrait faire une différence dans leur cheminement scolaire. J'ai avec moi donc mes invités, Valérie Prévost qui est aux ressources humaines au sein de Diapason Jeunesse et Marie-France Lamarche qui est donc directrice des programmes. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Peut-être justement contextualiser un peu qu'est-ce que c'est tout d'abord la mission de l'organisme? Oui, en fait, nous, on reçoit des jeunes du secondaire pour les aider dans leurs travaux scolaires, donc après l'école. Également, on offre aussi des services des activités de parascolaires aussi. Donc, c'est sensiblement ça pour la persévérance scolaire. Là. Et on parle de jeunes, par exemple, pas nécessairement des jeunes qui sont peut-être en perte de motivation. Ça peut être des jeunes aussi de tout genre, c'est-à-dire de toute réalité scolaire, au niveau scolaire, de leur cursus scolaire aussi? Exactement. Autant des jeunes qui ont des très bonnes notes que d'autres qui peuvent avoir des échecs ou des moins bonnes notes, mais c'est un service qui est ouvert à tous là, pour les jeunes de 12 à 17 ans. Et comment on a souligné les 25 ans récemment, en novembre dernier? Comment ça s'est passé, cette façon de souligner les 25 ans d'organisme?
Bien, en fait, on a fait une grande réception directement dans notre établissement. En même temps, ça fait tout juste 2 ans qu'on est déménagé à cet endroit-là. Donc, on en a profité pour faire visiter les lieux. Puis, c'est ça, ça a donné l'occasion de revoir des gens qui étaient impliqués depuis le tout début, depuis 25 ans. Qui ont pu revoir. Et j'imagine que vous avez eu beaucoup de témoignages de jeunes que vous avez aidés. Ça devait être le cas de faire une sorte de retour dans le temps ou de constater le chemin parcouru par plusieurs d'entre eux que vous avez su aider au cours de leur cheminement scolaire, ouais? Exactement. Donc, y a-t-il des cas concrets que vous avez, tu sais, sans nommer de nom, parce que je comprends qu'il doit y avoir une genre de confidentialité qui vous lie avec les jeunes en question, mais quand même, est-ce que vous, spontanément, si je vous demande un cas concret d'un jeune que vous avez réussi à aider, qui a réussi, est-ce que si je vous demande comme ça, il y a quelqu'un ou un jeune qui vous vient en tête, un cas particulier? Oui, bien justement, on a quelqu'un qui est impliqué même dans le conseil d'administration, qui est un jeune qui a utilisé les services de Diapason Jeunesse là, par le passé et qui a décidé de poursuivre avec nous en s'impliquant d'une autre façon. Quand même, et quand on parle de jeunes qui, c'est-à-dire qui se font aider par des gens, est-ce que donc c'est des professeurs, c'est des gens qui peuvent, s'ils ont peut-être selon évaluation, ont des attitudes pédagogiques, peuvent supporter les jeunes, peuvent aller proposer leurs services chez vous, chez Diapason Jeunesse aussi? Bien, en fait, nous, c'est sûr qu'on embauche beaucoup des tuteurs, là, donc des gens, par exemple, qui sont spécialisés en mathématiques, en français, sciences, chimie, etc. Puis, on est toujours comme à la recherche de certaines... De bénévoles. De bénévoles, c'est ça, qui peuvent venir faire un support là, à ces jeunes-là. Donc, on est constamment à la recherche. Et donc, évidemment, il y a cette façon aussi, je pense, tu sais, de briser l'isolement en question. Je pense que ça permet, c'est une oreille aussi, ces bénévoles-là permettent à ces jeunes-là aussi, parfois, d'être un adulte pour eux qui peut les supporter, oui, pour le cas concret des notes et tout ça, mais ça peut être un support à certains égards d'écoute pour eux, là. Exactement. Bien, ça permet d'avoir un adulte toujours près d'eux. On aime bien mettre un bénévole par table de 4 jeunes, donc ça permet toujours d'avoir un support tous les soirs qui viennent faire leurs travaux. Et si jamais je suis un parent, j'ai un jeune et j'aimerais peut-être profiter de vos services, ça fonctionne comment? Est-ce que on va tout simplement cogner à votre porte? Il y a une évaluation du jeune avant, de ses besoins, de sa réalité. Vous regardez, vous jasez peut-être avec son institution scolaire. Comment ça peut fonctionner? Bien, nous, on est présentement justement en période d'inscription pour janvier. Donc, les parents, soit qui nous contactent, ils peuvent aller directement sur le site web. Il y a nos coordonnées courriel, téléphone, puis on peut prendre contact avec le parent pour voir selon les besoins, qu'est-ce qu'on peut faire. Et je vais me tourner vers toi, Marie-France, parce que il y a cette réalité actuellement qu'on connaît. On est au moment de faire cet entretien, du moins encore dans cette donc grève, ce front commun qui évidemment lie la partie syndicale avec le gouvernement du Québec actuel. Est-ce que vous avez dû adapter vos services compte tenu de la réalité que nos jeunes ont été privés de leurs professeurs, de leur environnement aussi scolaire depuis de nombreuses semaines quand même? Effectivement, nous sommes restés ouverts. Donc, la première semaine, on a travaillé avec tous les jeunes pour faire leur plan de réussite. Donc, le jeune doit vouloir atteindre un objectif pour donner un sens aussi à sa scolarisation, alors à sa motivation. Donc, on a fait les plans de réussite, mais on reste quand même ouvert pour que les jeunes puissent maintenir leur acquis ou continuer leurs travaux scolaires. OK. Et dans un plan de réussite, je comprends que d'un cas à l'autre, c'est différent. C'est pas le même selon la réalité ou les difficultés que peut avoir dans certaines matières ou non un élève et un autre. Mais est-ce que ça passe nécessairement souvent on nous valorise, puis à juste titre, la lecture? La lecture, c'est selon souvent les recommandations, les plans que vous avez évoqués, ça faisait partie part entière de ceux-là? Ou, Bien, on a beaucoup de jeunes issus de familles immigrantes, donc c'est sûr que la lecture favorise la compréhension et la pratique du français. Par contre, la majorité des élèves, c'est en mathématiques qui ont des difficultés. Ouais. Ah ben, j'étais pas le seul d'abord. La mathématique, ça demeure la bête noire des jeunes en général. Est-ce que tout ce qui découle aussi, parfois c'est le domaine des sciences également, parce qu'on voit le plus 1, justement, pour rester dans les maths, mais les sciences, souvent, c'était quelqu'un qui a des problèmes en mathématiques pouvait avoir aussi peut-être plus de difficultés aussi en sciences. Est-ce que c'est encore la même chose aussi? Oui, effectivement. Ça n'a pas changé. Oh, OK, je me sens moins vieux dans ce cas-là. Mais évidemment, j'étais un petit peu sur le domaine de la rigolade, de la légèreté, mais on invite les gens
aux moyens qui sont inscrits au bas de l'écran présentement de connecter avec vos services, que ce soit à la fois des jeunes, leurs parents et aussi des bénévoles qui, bien sûr, peut-être sentent cet appel de vouloir donner au suivant. Merci d'être passé à notre émission et vraiment bravo pour cet engagement auprès de notre communauté, de nos jeunes aussi, pour développer le savoir, puis aussi, je pense, leur donner des fois cette petite lumière pour leur permettre de continuer dans leur cheminement scolaire. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Il est hypnologue et là, je suis un petit peu incertain. Suis-je associé ou dissocié? Salut, Alex. Danny Labrinque, salut. Ça va bien? Ben oui. Mais qu'est-ce que c'est ça en hypnose? Associé ou dissocié? Ben, en fait, ça nous parle des états modifiés de conscience parce qu'on a parlé auparavant que l'hypnose, pour qu'on puisse utiliser cet outil-là, ça prend ce qu'on appelle un état modifié de conscience. Et il en existe plusieurs, dans le sens qu'il y en a deux principaux, donc un état qu'on appelle dissocié, puis un état associé. Donc, l'état dissocié, c'est vraiment un état où ce qu'on dit en hypnose, c'est qu'il y a une séparation entre le conscient et l'inconscient. Donc, on a toujours, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a toujours une faille, c'est-à-dire qu'on est capable de tomber facilement dans la lune. On peut facilement tomber dans la lune en regardant un écran de télé, en étant distrait par quelque chose. Donc, normalement, on va tout simplement se dissocier. Donc, cette séparation-là, c'est un mécanisme naturel, donc on a tous les jours, et il peut être aussi présent dans des situations où par exemple, un choc émotionnel, donc il va y avoir une dissociation qui se produit. Parce que, je t'interromps, mais est-ce qu'on parle alors là de dissociation émotionnelle et physique? Oui, c'est qu'on peut avoir l'impression, dans certains cas, non pas en hypnose, mais dans certains cas, quand on parle de dissociation plus extrême, de l'impression de ne pas habiter son corps d'une certaine manière, d'être ailleurs ou comme s'auto-observer, comme si on se voit agir, mais qu'on n'est pas tout à fait là. Donc ça, c'est une forme de dissociation. C'est utilisé depuis des siècles dans l'hypnose classique, donc pour justement permettre au thérapeute d'accéder à l'inconscient de la personne, donc d'envoyer balader le petit conscient qui pourrait lui percevoir les suggestions. Et en fait, l'hypnothérapeute va prendre en charge l'inconscient de la personne. Donc, c'est cette séparation-là, finalement, qui est continuée pour pouvoir placer les suggestions ou les bons outils pour la personne. Donc, c'est ce qu'on trouve dans des types d'hypnose classiques. Ouais. Puis, est-ce par contre, quand on peut faire ce que tu évoquais, soit donc d'être associé, dissocié, donc, est-ce que c'est toujours dans certains sujets qu'on a abordés, avec l'ouverture de la personne, parce que certaines personnes peut-être ne veulent pas aller dans certaines zones émotionnelles, sont moins peut-être enclins à vouloir y aller. Donc, est-ce que encore là, on doit y avoir comme une sorte de consentement, oui. J'ose dire, là, comme ça. Je ne sais pas si je le mentionne ou je l'évoque comme ça, là, mais... Tout à fait, oui. Ce qu'on dit, c'est un consentement. La personne doit être quand même volontaire pour y aller. On ne peut pas faire ça d'emblée. Une personne qui veut rester bel et bien présente, là, elle va le faire. C'est juste que dans cette étape-là de relaxation, de détente, ben ça se produit naturellement. Donc, c'est le but de l'hypnothérapeute, parce que sans cet état modifié de conscience, sans cette dissociation-là, ben il ne peut pas y avoir le travail de l'hypnose. Donc, l'avantage, c'est que c'est rapide, parce qu'on est habitué de le faire. Le désavantage, c'est qu'il y a des contre-indications dans la pratique de l'hypnose quand la personne est dissociée. Par exemple, des personnes qui ont des troubles dissociatifs, ben on ne va pas aller là, on va juste augmenter leurs troubles dissociatifs. Donc, l'autre désavantage, c'est qu'on travaille, le thérapeute va travailler un peu à l'aveugle parce que, finalement, avec ses bonnes intentions, il va proposer des suggestions, mais il n'y aura pas, finalement, connaissance de ce qui amène à la personne. Okay. Ouais. Et tu disais, dans l'hypnose classique, je sais que toi, tu pratiques, notamment, tu enseignes également celle humaniste. Oui. Alors, est-ce qu'on peut y voir une différence aussi dans la façon de prodiguer les façons d'intervenir, ni plus ni moins? Là? Absolument, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on termine une séance d'hypnose classique, traditionnelle, ben on doit ramener la personne avec les yeux bien en face des trous. Hein. Donc, on doit la réassocier. Et ce qu'on fait en hypnose humaniste, en fait, c'est qu'on poursuit cette réassociation-là, c'est-à-dire, au lieu on prend une personne qui est en état ordinaire de conscience et on fait comme si on la sortait d'une transe d'hypnose plutôt traditionnelle. Et là, on va l'associer, c'est-à-dire qu'on va aller gommer ou colmater la faille entre son conscient et son inconscient. Donc là, la personne, elle va vraiment être en contact
avec son être profond. Et évidemment, elle va être en plein contrôle de tout ce qui est là. Elle va comprendre les suggestions du thérapeute, puis elle va pouvoir cheminer en ce sens-là. Est-ce que c'est des façons qui se sont, à travers le temps aussi, est-ce qu'ils ont évolué finalement, cette technique-là? Puis je sais que toi, tu aussi enseignes, tu formes des hypnologues finalement. Est-ce qu'il y a toujours possibilité d'innover et de changer les façons d'intervenir où ça reste quand même depuis des centaines d'années, l'hypnose, un domaine qui se veut une technique ou des techniques qui n'ont guère évolué là, dans certains cas. Là, j'ouvre ça peut-être à plus grande échelle, là, notre conversation, mais quand même, ça m'intrigue. C'est une excellente question. Oui, l'hypnose a évolué, c'est-à-dire juste la preuve qu'on ait discuté de l'hypnose classique à l'hypnose ericksonienne, à la nouvelle hypnose et à l'hypnose humaniste, bien, ça démontre cette évolution-là de l'hypnose. Donc, dans les 3 premières, on maintient toujours la capacité de générer cet état dissocié-là, et on le fait des fois plus rapidement, on le fait en collaboration avec la personne. Ces histoires-là qu'on raconte à la personne dans un état de bien-être ont évolué. Et l'hypnose humaniste, ben, c'est vraiment quelque chose qui est un changement de paradigme, parce qu'on se dit, on peut justement amener la personne dans un état modifié de conscience, un état augmenté, et quand même utiliser l'outil qu'est l'hypnose pour créer ces changements-là dedans d'elle. Donc, fort heureusement, ça évolue, puis on espère que ça va continuer à le faire. J'ai moi-même, puis il nous reste encore un peu de temps, Dani, j'ai moi-même, évidemment, eu les services dans ma vie de quelqu'un qui, justement, d'hypnose m'a reçu, ça m'a apporté des bienfaits, je l'ai déjà dit même d'ailleurs à cette émission. Et par contre, je n'ai jamais vu ou entendu parler de gens autour de moi. Et là, ma question peut paraître un peu peut-être banale, mais 2 personnes ensemble. Si par exemple, on a un problème de couple, est-ce qu'on peut se faire ensemble avec toi, par exemple, ou 2 hypnologues, mais 2 personnes dans la même pièce se faire traiter, ou on doit faire 2 personnes séparément pour les apporter des bienfaits, par exemple, à une relation amoureuse, là, parce que c'est classique comme cas quand même. Absolument. Ben oui, il y a de l'accompagnement qui peut se faire pour les couples en hypnose. Donc, les couples peuvent recevoir simultanément de l'hypnothérapeute une hypnose, donc ils vont à tour de rôle communiquer leur ressenti. Donc, c'est fort pratique en hypnose humaniste parce que les gens sont présents. Dans le cas d'hypnose plus traditionnelle, en tout cas pour ma part, là, j'ai rarement entendu parler de ce genre d'approche. En hypnose humaniste, on le fait. Donc, il y a des hypnothérapeutes qui se spécialisent dans les couples où les gens sont rencontrés ensemble, et ils peuvent aussi, à leur choix, cheminer de manière individuelle et se retrouver à ce moment-là pour travailler ensemble au niveau du couple. Donc, il y a quelque chose qui vient bonifier. C'est comme si on disait le tout est plus grand que la somme des parties. Donc, de travailler ensemble, certaines personnes vont décrire leur ressenti, l'autre personne va décrire le sien, et puis là, il y a toujours quelque chose d'intéressant qui se produit dans le cheminement. Donc, oui, on le fait de manière assez courante. Oui, assez courante. Pour nos hypnothérapeutes. Bon, ben, prochaine chicane de couple, je vais savoir quoi faire. Ben non, il faut que je me trouve une blonde avant. Ça, c'est l'autre affaire. Juste pour me chicaner puis aller vous voir. Merci beaucoup, Dani Labrec, d'être passé. À très bientôt. À très bientôt. Merci, Alex. Comment mieux naviguer à travers le réseau de la santé? On va pouvoir répondre à ces questions que vous avez sans doute à l'occasion de cette conversation avec Josée Laperle, qui est directrice générale du Centre d'assistance d'accompagnement aux plaintes sur le CAP chez nous sur le territoire lavallois. Salut! Allô, allô! Content de te retrouver. Ben oui. Et puis, donc, cette question, je la relance comme ça. Comment mieux naviguer dans le réseau de la santé? Parce que tout dépendant de notre réalité, ça peut être vraiment colossal comme tâche en tant que patiente ou patient. Là. Ben, effectivement. Aujourd'hui, dans le fond, je peux vous donner des petits trucs de manière générale. Qu'est-ce qu'on peut faire, particulièrement avant de se présenter à des rendez-vous qui vont nous faciliter la vie, puis aussi faciliter la vie des gens qui vont intervenir là auprès de nous. Ouais. Ben, afin d'alléger un peu peut-être le système de la santé, puis parce que des fois, on peut éviter d'aller attendre en urgence, en salle d'attente pendant des heures et des heures. Donc, il y a ces trucs qu'on peut faire, là, que tu peux nous mentionner. Oui, c'est ça, des petits trucs pour un petit peu rendre le parcours plus agréable, là, si on veut. Plus léger. Mettons. Oui, plus léger. Ouais. Donc, la première chose, puis vous allez voir, là, la plupart des choses que je vais vous dire, c'est relativement banal, mais c'est important de se le rappeler des fois. Donc, la première chose, ben, c'est de se préparer. Hein? Donc,
première chose qu'on peut faire pour bien se préparer, c'est de prendre en note comme il faut, si jamais on a des rendez-vous, hein, de prendre en note c'est quand, c'est à quelle heure, c'est quoi l'adresse. Puis, si on y pense, de poser la question aussi quand on nous appelle pour nous donner le rendez-vous, à savoir, OK, mais si jamais le jour même, je peux pas me présenter, je fais quoi? Ouais. Fait que comme ça, ben vous, ça vous permet de vous enlever un stress, puis éventuellement, ben de donner votre rendez-vous à quelqu'un d'autre si jamais vous pouvez pas vous présenter. Donc ça, c'est une des choses. Arriver préparé, ça veut aussi dire de faire les démarches qu'on nous a demandé de faire avant de poursuivre notre parcours de soins, là. Donc, si le médecin vous dit, avant de venir me voir, allez passer vos prises de sang, là, ben faites-le avant de prendre votre rendez-vous. Au lieu de prendre un rendez-vous, de vous présenter, puis là, de faire « Non, je suis pas allée, j'ai pas eu le temps ou j'ai pas eu de rendez-vous. » Parce que c'est ça, je fais acte d'humilité. Ça m'arrive très souvent, comme bien des gens, de ne pas aller à mes rendez-vous pour prendre les prises de sang ou autre, là. Je repousse. Je garde, c'est une faute avouée. Bon, faute avouée à moitié pardon. Oui, c'est ce qu'ils disent d'habitude. Ouais. Exact. C'est ça. Puis, en dernier lieu, là, au niveau de la préparation, c'est de faire vos suivis. Le réseau de la santé, il est gros, c'est une grosse machine, il bouge beaucoup. Puis malheureusement, les canaux de communication, parfois, ils se brisent. Fait que si on vous dit, on vous rappelle dans 2-3 semaines, puis qu'on vous rappelle pas, prenez les devants. Ouais. Rappeler. Puis c'est important, Josée, ce que tu évoques, parce que je trouve qu'on a trop tendance à penser que c'est à eux, alias le système de santé, à l'infirmière, aux médecins, de nous prendre par la main, mais c'est à nous de le faire aussi. Puis c'est un peu la mission de ce que vous êtes. C'est aussi aux patients, s'ils se sentent lésés, de vous appeler, mais c'est un peu ça aussi. Oui, on a des droits, mais on a des responsabilités. On a des responsabilités aussi, exact, sur les deux fronts, là aussi. Là. Puis des fois, on le fait pas parce que ça nous tente pas. Hein? Tu sais, on veut pas trop avoir la réponse. Finalement, on se dit, pas de nouvelles, pas de nouvelles. Mais non, c'est toujours mieux de faire les suivis. Puis si on vous dit, on envoie les résultats à votre médecin de famille, validez-le à vos rendez-vous suivants. Est-ce que vous avez bien reçu les résultats de mes examens? Comme ça, vous êtes sûr là, que le suivi que vous avez, il est vraiment, vraiment adéquat. Oui, très, très important de le rappeler. Puis aussi, est-ce que c'est aussi de choisir quelqu'un qui est digne de confiance aussi, par exemple? Dans certaines circonstances, il y a des personnes qui peut-être sont plus vulnérables, ont peut-être moins les notions, les facultés, je vais dire comme ça, pour retenir l'information qu'on valide. Donc, d'amener quelqu'un avec nous aussi, pas seulement pour nous conduire, mais dans le bureau du médecin pour bien comprendre, d'être capable de bien revenir sur les événements par la suite, parce que des fois aussi dans le stress, juste d'être dans un bureau, dans une anxiété qui est beaucoup plus, tu sais, pour le commun des mortels, je pense, présent. Là, ah oui, tout à fait. Puis être accompagné, là, c'est vraiment un élément important. Parce que des fois, c'est ça, on arrive, on attend des résultats d'examen, on est stressé, on est vulnérable, puis on peut être impatient. Si on est en douleur aussi, on peut être plus impatient, moins réceptif. Donc oui, être accompagné, c'est vraiment, vraiment un outil à utiliser. Puis préparer cette rencontre-là. Tu sais, la personne qui va nous accompagner, là, parlez-lui avant le rendez-vous. Quand vous êtes calme, reposé chez vous, lui dire, regardez, là, moi, il y a telle question que je me pose, il y a ça que je suis pas sûre de comprendre, puis j'aimerais ressortir de mon rendez-vous avec des réponses à ces questions-là. Comme ça, la personne qui est avec vous, elle peut vraiment vous aider à vous rappeler de ce qui est important, puis elle aussi, elle entend les réponses. Donc, elle va pouvoir vous aider par la suite là, à vous remémorer tout ça, puis à pouvoir avoir des réponses plus précises. Parce qu'il n'y a aucune question qui est ridicule, on s'entend là-dessus. Là. Non, puis c'est votre droit d'être informé, il faut pas l'oublier. Donc, c'est votre droit de comprendre aussi. Donc, faut pas être gêné, là. Parce que des fois, on pose une question puis on n'a pas de réponse parce que, bon, ça, c'est une chose. Oui. Mais des fois, on a une réponse puis cette réponse-là, on la comprend pas, mais hésitez pas, c'est important. Prenez le temps parce que des fois, moi, j'ai l'impression puis je me sens toujours un peu gêné de prendre plus de temps dans le bureau de mon médecin de famille, par exemple, parce que j'ai vu dans la salle d'attente le nombre de personnes qui attendaient, puis on dirait que ça me met une pression aussi de dire, OK, je vais faire plus rapide parce que je sais qu'il y a des gens qui attendent aussi, mais tu sais, quand c'est ta santé, je pense que c'est important de dire que... Effectivement, si jamais, là, vraiment, là, pour plein de raisons, vous comprenez pas, puis vous vous sentez mal de continuer à poser des questions, dites-le, écoutez, là, je veux pas prendre tout votre temps, mais je comprends pas. Qu'est-ce que vous me proposez? Qu'est-ce qu'on peut faire? Avez-vous des papiers? Avez-vous une infirmière pivot à qui je pourrais parler au lieu de prendre votre temps à vous? Ouais. Donc, tout ça, c'est des petits trucs, là, mais c'est vraiment bien important de comprendre. De comprendre les choses. Et puis, parce que c'est aussi
dans les fondations même de vos valeurs, mais aussi de ce que vous faites au quotidien. On a encore un peu de temps pour rappeler que si les gens se sentent lésés, sentent peut-être qu'il y a un service qui n'a pas été approprié selon leur réalité, selon leurs conditions de santé, comment on peut faire pour acheminer une plainte ou faire appel à vos services? Bien, vous pouvez communiquer avec nous pour avoir de l'information d'ordre général. Hein. Nous appeler, ça ne veut pas dire que vous êtes pris avec nous pour le reste de votre vie. Là, c'est pas vrai. On peut juste répondre à vos questions. Mais sinon, c'est important de savoir que dans tous les établissements publics au Québec, il y a un commissaire aux plaintes et à la qualité des services. L'information est généralement très accessible, autant dans les établissements que sur Internet. Donc, c'est une personne aussi avec qui vous pouvez communiquer, c'est-à-dire pour lorsque vous êtes dans une situation X, là, que vous vivez une insatisfaction. Ouais. Josée Laperne, merci beaucoup. Joyeux temps des fêtes. Merci beaucoup. Puis on se retrouve bien sûr prochainement en 2024. Merci. Excellent. Moi, j'ai déjà porté des verres de contact et je dois vous dire que je n'avais pas vécu une très bonne expérience, mais ça fait un bon bout de temps. Puis je dois vous dire que ces temps-ci, je penchais pour renouer. Elle aura peut-être les arguments pour me convaincre. Elle est opticienne. On renoue avec Laura Coulombe, collaboratrice à l'émission pour votre information. Salut Laura. Allô Alex. Merci d'être avec nous. Est-ce qu'une opticienne, ça porte des verres de contact? Est-ce que ça porte des lunettes? Est-ce que tu... Ça pourrait, mais non, j'ai pas de problème de vue. Donc, okay. Mais t'es chanceuse dans les faits aussi. Voilà, c'est ça. Je suis très chanceuse. C'est ça. Bon, j'en parlais de notamment les verres de contact. Moi, une autre époque, là, on évoque, je te parle il y a de cela 15 ans, je n'avais pas eu nécessairement une expérience heureuse avec les verres de contact. Ça a beaucoup changé, j'ai l'impression. La technologie a évolué. Oui, la technologie a vraiment évolué. Maintenant, déjà, on utilise seulement pratiquement en majorité des verres de contact souples en silicone hydrogel. Donc, c'est très hydratant, c'est très confortable, c'est très fin, on le sent pratiquement plus au niveau de l'œil. Est-ce que tout le monde peut porter des verres de contact? Alors, pratiquement tout le monde peut porter des verres de contact. Il existe même maintenant des verres de contact pour les gens qui sont presbytes. Ah oui? Les gens qui ne peuvent pas vraiment en porter, c'est ceux qui ont une très forte prescription. Par exemple, les forts astigmates où ils ont une cornée assez asphérique, donc le verre de contact va pas très bien se positionner, ou les personnes qui ont les yeux très, très secs. Donc là, ça va être un peu plus compliqué. Je parlais de l'innovation, de l'évolution notamment. Quelles sont peut-être, disons, les différentes sortes de verres de contact? Puis peut-être, évidemment, comment bien les choisir. Je comprends que dans ta position, tu es là pour nous guider, mais quand même, peut-être pour l'expliquer aux gens qui nous écoutent actuellement, qui nous regardent. Oui. Alors, donc, les verres de contact, donc plutôt des verres de contact souples. Il y a plusieurs formats qui existent. Donc, il y a les verres de contact journaliers à usage unique. On les met le matin, on les jette le soir. On a aussi les verres de contact mensuels. Donc là, c'est une durée de vie de 30 jours. La seule différence, c'est qu'on va les nettoyer à chaque jour. Et on a les bimensuels, donc tous les 15 jours. Donc, c'est la même chose que les mensuels, mais aux 15 jours. Et comment bien les choisir? Ça va dépendre de qu'est-ce que fait la personne dans la vie, quel est son quotidien. Est-ce qu'elle veut porter les verres de contact à tous les jours? Est-ce que c'est plutôt pour un port occasionnel? Ça va dépendre aussi de la sécheresse oculaire, de la prescription et de son budget. Oui, c'est ça, encore là. Puis, est-ce que le prix va varier justement? Tu parlais de certains qui durent 15 jours, d'autres qui sont quotidiennement. J'imagine que le prix va varier selon ces cas-là. Précis. Oui, exactement. Selon le format qu'on va choisir, il ne va pas y avoir le même prix. Oui. Puis j'imagine, bon, selon le trouble aussi visuel qu'on a, c'est-à-dire le problème visuel qu'on a également, ça va varier, ça va y aller, j'imagine, selon la réalité du prix aussi. Exactement. Ouais. Oui. Et évidemment, est-ce que la prescription, là, puis ça c'est peut-être une question niaiseuse, là, mais est-ce que la prescription, par exemple, comme moi j'ai des lunettes, si j'opte pour des verres de contact, ça va être la même chose qu'on va mettre dans les verres ou... Pas exactement. En fait, quand on fait un examen de vue avec un optométriste, il va calculer la prescription pour des lunettes. Donc, sur une distance entre l'œil et le verre d'environ 13 mm, le verre de contact, c'est vraiment collé sur l'œil. Donc, la prescription est un petit peu différente. Plus la prescription est grande, plus la différence entre la prescription verre de contact et lunettes va être grande aussi. Donc, ça, c'est le rôle de l'opticien, en fait, de faire ce calcul-là au moment de la commande de verre de contact. Bon, on parle parfois d'avantages. Tu sais, comme tantôt tu évoquais, selon notre réalité, si on fait un travail, des fois, dans certains domaines, on ne peut pas porter de verre de contact. Ou c'est plus favorable de ne pas porter de lunettes. Là. Tu sais, je pense, par exemple, les services d'intervention. Un policier, nécessairement, je pense que c'est fortement recommandé de ne pas... je suis pas policier, là, fait que tu sais, j'évoque ça, j'avance ça, mais selon mes amis qui sont policiers,
ils se font mentionner que c'est mieux d'y aller avec des verres de contact. Alors, est-ce que c'est parmi les avantages, il y en a d'autres ou par exemple? Oui, ça fait partie des avantages. L'autre avantage, c'est esthétique. Ouais. Les personnes qui n'aiment pas porter des lunettes, ben, c'est une super alternative. Mais ils sont beaux pareils, ceux qui portent des lunettes, hein? Oui, ils sont magnifiques aussi. Ça va être aussi un grand avantage au niveau du champ visuel. Là, on voit pas le cadre de lunettes avec les verres de contact, donc ça, c'est un autre avantage. Et aussi, mais il n'y a pas de problème de buée. Donc ça va être un gros avantage pendant l'hiver aussi. Là, tu touches un gros problème. Un gros problème pour les lunettes, effectivement. Là, c'est l'histoire de notre vie. C'est ça, la buée. Puis des fois, c'est de traîner ça, puis de traîner sur nous, dans certaines circonstances, l'étui à lunettes, puis la petite affaire pour la petite lingette lavée avec le petit push-push pour le laver, puis après ça, OK. Bon. Mais est-ce que le confort, tu sais, on parlait tantôt, le confort s'est amélioré à travers le temps. Ouais. Puis je sais que moi, c'était un côté que je trouvais désagréable, c'était que j'avais mal à la tête. Tu comprends? Je sais pas si c'est une légende urbaine, mais ça me donnait mal à la tête de porter. Est-ce que dans ce cas-là, ça peut être, je comprends que ça peut être multiples cas, mais c'est parce que c'est la mauvaise prescription, parce que je les portais pas comme il faut, je les plaçais pas comme il faut sur mes yeux, parce qu'il y a quand même une certaine technique, là, faut placer comme il faut sur notre œil, là. Alors, quand on place un verre de contact, juste en clignant, il va se placer automatiquement au bon endroit. Il n'y a plus à regarder dans quel sens qu'on le met, etc. C'est automatique maintenant. Par contre, au niveau des maux de tête, souvent, je dirais que 99% des cas, ça va être un problème au niveau de la prescription. Donc là, c'est à ce moment-là, justement, étant donné que c'est un calcul qu'on fait pour faire la différence entre les lunettes et les verres de contact, il y a aussi une question où, au niveau du confort, peut-être qu'avec un 0.25 de plus, un 0.25 de moins, la personne va être plus confortable. Donc, c'est important aussi après, pendant l'essai, de faire un suivi justement avec nos patients et de vérifier au niveau de leur acuité visuelle comment ils se sentent pour ajuster. D'où les essayer, justement. Et oui, absolument. C'est ça, de prendre le temps avec notre professionnel de la santé, j'ose dire, ou de la vue finalement, de pouvoir faire la suite des choses. Puis quand il est question de faire un examen de la vue, tu sais, là, pour tous les communs des mortels qui ont besoin soit de verre de contact et sinon de lunettes, est-ce qu'on parle, par exemple, de 2 ans, 3 ans pour s'assurer d'avoir un suivi là, réel là, pour notre vision? Qu'est-ce qui est recommandé? Alors, pour le port de verres de contact, c'est recommandé 1 fois par année pour vérifier la santé oculaire. Donc, tous les gens qui portent des verres de contact, ça devrait être 1 fois par année. Ou sinon, pour un examen de vue régulier, je dirais, ce qui est préconisé, c'est entre 0 et 17 ans, 1 fois par année, entre 18 et 64 à peu près 2 ans, et à partir de 65 ans, encore 1 fois par année. Par année, bon, selon notre âge, notre réalité aussi. Exactement. Un grand plaisir de t'avoir accueilli, ça a bien exprimé. Vraiment, je pense, ça a démystifié pour les gens. Puis pour vrai, je compte bientôt me pencher peut-être à nouveau vers les verres de contact. J'irai te voir, chose certaine, à ta boutique. Merci beaucoup à toi, Laura. Merci à toi. Merci. Qu'est-ce que c'est une garantie légale? Elle va nous l'expliquer, nous le vulgariser. Les courtières immobilières, Sophia Iannantuono, salut. Salut! Merci d'être là. Tout d'abord, on est tenu, lorsqu'on fait un achat, d'avoir cette garantie légale. Oui, exact. Toute propriété, on n'est pas obligé de demander d'avoir une garantie légale. Ça vient automatiquement. Mais je voulais aujourd'hui discuter parce que des fois, les gens ne le savent pas, la vente sans garantie légale, la vente avec garantie légale. Premièrement, c'est quoi la différence? Puis deuxièmement, quoi faire quand on voit qu'il y a une maison vente sans garantie légale? Mais il y a des cas rares d'exception, je pense, auxquels ça peut s'appliquer. Absolument. Des fois, ça va arriver qu'il y a une maison qui vient sur le marché. Les gens qui étaient propriétaires pour une raison ou une autre sont décédés, ou même des fois, c'est des personnes âgées et ils décèdent. Peut-être les enfants ou la succession ne connaissent pas vraiment l'état de la maison. Donc, c'est toujours une bonne idée dans ce cas-là. Une succession, souvent, on va voir vente sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur. Je pense qu'il y a des cas rares d'exception aussi. Il y en a d'autres quand on pense, par exemple, comme tu disais, bon, on a un proche qui décède ou si jamais j'ai un lien de confiance avec un membre de ma famille, comme par exemple ma mère veut me vendre sa maison. Là, est-ce qu'on est tenu aussi ou c'est permis aussi également de pas nécessairement prendre une garantie légale, là, en l'occurrence? C'est permis. Ouais. Dans tous les cas, c'est permis. N'importe qui peut acheter une maison au Québec et décider de ne pas faire une inspection. Par contre, dans ce cas-là spécifiquement, je recommanderais quand même de faire une inspection pour 2 raisons. Premièrement, s'il y avait un problème avec la maison, il y a une bonne chance que la
propriétaire, elle ne sait même pas, elle. Tu sais, des fois, les lois vont changer. Il peut envoyer, tu sais, dans le passé, on a déjà passé quand il y a des tuyaux, des fois que le règlement a changé, sont peu acceptés au niveau des assurances. Le zonage a peut-être changé dans notre ville aussi, puis on le sait pas. Là. Exactement. Des fois, on n'est pas au courant, mais il peut y avoir beaucoup de raisons ou beaucoup de circonstances qui vont sortir puis qui vont faire qu'on dit « Hey, une chance que j'ai faite cette inspection-là. » Puis la deuxième raison, c'est la journée que tu vas décider de vendre ta maison. Au moins, tu pourras dire « Ben voilà, X années, j'ai fait un rapport. » Parce que ça commence à faire beaucoup de temps. On va dire, ta mère avait la maison pour 20 ans. Là, toi, tu deviens propriétaire un autre 10, 15 ans, on ne sait jamais. Ça fait comme un gros laps de temps. Donc, pour avoir le bilan santé de la maison, on recommande toujours de faire une inspection. Ouais. Et j'imagine, dans des circonstances où on est un courtier, donc toi, dans ton domaine aussi, vous avez aussi accès au contrat de vente antérieur. Je comprends qu'il y a toujours cette bonne foi, on se fie sur les gens, mais ça nous prend quand même des documents pour venir prouver, justifier la rénovation, la réparation, si ça a été fait ou non. Donc, il y a possibilité d'avoir des traces de ça aussi. Absolument. Ça, c'est un excellent point. C'est très important. Nous, on a accès, depuis que la maison a été sur le marché, depuis la première journée, si tu veux, on a toute cette information-là. Historique. Cet historique-là. Puis je trouve que c'est vraiment important. On va dire qu'un client me dit « Ah, Sophia, j'aime cette maison-là. Je vais regarder sur Centris. Ensuite, c'est sûr, moi, je vais aller vérifier le registre foncier. Je vais aller regarder le certificat de localisation. Je fais tout. C'est comme un glacier. Tu sais, si on regarde, on en voit une petite partie, mais il y a plein de choses en dessous qui font qu'on vient protéger notre client. Ouais. Donc, s'il y a eu un rapport d'expert périte, puis peut-être que des fois, c'était là 2 ventes. Le nouveau vendeur, lui, il se dit « Oh, j'avais oublié. » Ça l'arrive. Mais tu sais, les oublis, des fois, peuvent coûter cher. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire nos devoirs. Oui. Et donc, les recours qui sont possibles, parce que on explique un petit peu les raisons qui font appel à ce qu'on doit prendre ou qu'on peut éviter de prendre dans certaines circonstances la garantie légale. Mais c'est quoi aussi fondamentalement cette garantie légale, si on y va de façon plus concrète? Bien, c'est plutôt quand on vend sans garantie légale. Première des choses, il faut être avisé. Il faut le voir partout. C'est pas comme à dernière minute, le courtier va dire « Oh, en passant, la maison est vendue sans garantie légale. » Ça passe vraiment pas. Comme nous autres, dans notre domaine, c'est important. Quand un client me dit « Je veux vendre sans garantie légale », parce que, ou mes parents vont vendre sans garantie légale parce que, bien là, c'est comme mon devoir de le mettre sur Centris. Donc, quand je fais la mise en marché de la maison, c'est sûr qu'il faut que je l'écrive sur Centris. Deuxièmement, je vais l'écrire aussi sur le contrat et sur la promesse d'achat. Et ensuite aussi, ça doit être enregistré que la maison est vendue sans garantie légale. Puis moi, je mets toujours les paraphes à côté. Donc, c'est sûr que, pour répondre à ta question, ça vient avec un... Tu sais, y a-t-il un vice caché dans la maison? Oui, c'est ça. Ouais. Puis parce que les vices cachés, on sait que ça peut être multiple. Ça peut être sur la fondation, sur le toit. Dans toute la structure de la maison, c'est un vice caché. Est-ce qu'on parle même de, par exemple, l'aménagement paysager? Est-ce que ça peut être un vice caché? Non, mais j'extrapole, mais... Oui. Mais écoute, ça peut être. On va dire que le vendeur, il sait qu'il y a un problème avec ses arbres. Je dis, c'est un cas que j'ai connu, qu'un courtier a vendu la maison. Puis après 1 an, elle reçoit comme une mise en demeure parce qu'il y a eu un vice caché, parce que les arbres sont devenus tous malades. C'est sûr qu'à la fin, il y a eu... un règlement. C'est ça, exactement. Ça l'a fini que c'était pas un vice caché. Mais un vice caché, ça peut être souvent quelque chose que le propriétaire ne sait pas. Tu sais, l'inspecteur, il va monter, il va aller regarder, y a-t-il de la moisissure, y a-t-il des champignons? Mais si c'est quelque chose qui n'a pas été vu avec l'œil, parce que l'inspection, là, c'est visuel. Ils n'ouvrent pas le Jeep-Rock, ils ne peuvent pas aller voir qu'est-ce qui se passe vraiment. Mais on va dire qu'après un temps raisonnable, 6 mois, 1 an, les propriétaires réalisent qu'il y a un problème avec la maison. Bien là, ça, on appelle ça un vice caché parce qu'ils ne peuvent plus vivre la demeure. Il faut que ça soit quelque chose de majeur. C'est pas quelque chose de petit. Il faut vraiment que ça lève la qualité de leur vie. Ils ne peuvent pas vivre la maison. Puis il y a quelque chose de grand et de majeur sur la maison. Puis qu'est-ce qu'on fait un coup qu'on a constaté un vice caché, par exemple, pour quelqu'un qui possède une maison? Bien, la première chose à faire, c'est définitivement d'écrire une lettre et aviser les vendeurs qu'il y a un vice caché. Et à partir de là, il y a plusieurs solutions, situations qui peuvent arriver. Ouais. C'est ça, exact. La plus grande, ça serait qu'ils peuvent décider qu'ils veulent plus la maison. Mais est-ce qu'il y a un délai sur lequel on peut intervenir? Parce que s'il est passé un nombre de temps X, on perd notre droit de peut-être avoir un recours? Ou... Oui, ils disent dans un délai raisonnable. Raisonnable, ils mettent ça en... C'est large.
Surtout que le système de justice qu'on a qui est lent présentement, qui est surchargé aussi. Oui, exactement. Mais ça dépend. Ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an. Si c'est un problème qui est saisonnier, ça peut être encore plus de temps. Mais si ça a été fait et qu'ils peuvent prouver que l'inspecteur l'a pas vu et que ça n'a pas été mentionné, ça fait pas partie de la déclaration du vendeur, ça peut être établi comme un vice caché. Puis c'est là que c'est le vendeur qui devient responsable. Et est-ce qu'on peut peut-être même être capable, et là ça doit être un travail de tous les instants par contre, mais est-ce qu'on peut même en faire, peut-être même annuler la vente dans certains cas? Oui. Ah oui? Oui, mais là, si on parle de quelque chose majeur, oui, quelque chose de majeur, oui. Est-ce que tu as vu ça dans ta pratique ou est-ce que tu as déjà entendu parler de gens qui ont été jusque-là? Entendu parler, oui, mais je vais être honnête et franche, c'est définitivement un cas qui est très rare, surtout au Québec. On est comme, les fondations sont en bonne santé, on est tellement suivi la construction avec l'RBQ, donc il y a plein de choses au Québec qui n'est pas comme dans d'autres parties du Canada aussi d'ailleurs, qui est moins réglementé au niveau de la construction. Fait qu'on peut avoir quand même confiance en nos institutions. Puis, il y a quand même des ressources aussi sur lesquelles tous les gens qui nous écoutent peuvent aller chercher de l'information en tant que consommateur, en tant que peut-être quelqu'un qui cherche une maison finalement. Oui, ça c'est vraiment, je voulais présenter le site Éducaloi parce que je trouve que c'est bien fait, puis c'est écrit dans les mots de tous les jours. C'est pas un site qui est compliqué, puis tu sais, des fois on lit puis on n'a pas compris encore plus. C'est pas le cas. C'est écrit vraiment en bon français. C'est sûr que si vous avez un trouble avec une maison, puis là vous vous posez des questions, on va aller en premier lieu sur Éducaloi, aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il y en est. À partir de là, si jamais la situation est un petit peu plus aiguë, là c'est sûr qu'il faut faire appel à un notaire, à un avocat, aller un petit peu plus loin. Peut-être aller sur l'AMF aussi, l'Autorité des marchés financiers. Il y a beaucoup d'informations à savoir le droit qui nous est acquis ou du moins qui peut survenir selon les cas pour un consommateur. Là. Même l'OACIQ qu'on a parlé la dernière fois aussi, OACIQ.com. Puis ici, comme qu'on voit ici, il y a vraiment un article qu'on parle sur la vente des maisons avec la garantie légale et aussi quand une garantie n'est pas légale au risque et péril de l'acheteur. Je dis pas que c'est un attrape. Des fois, il y en a qui disent « Oh, je veux pas acheter une maison sans garantie légale. » Première des choses, pourquoi qu'elle est vendue comme ça? On appelle le courtier. Ensuite, c'est le devoir du courtier d'aller voir c'est quoi l'historique de la maison. Pourquoi ils ont vendu ça comme ça? Des fois, ça change rien, mais il faut faire nos inspections. C'est important, en tout cas, de bien se préparer. Je veux dire, c'est l'achat d'une vie, c'est un investissement souvent d'une vie, une maison. Je pense qu'on le dit souvent, mais il y a encore beaucoup trop d'histoires d'horreur qui circulent dans l'actualité. Même récemment, je voyais passer des manchettes en ce sens. On a encore un peu de temps ensemble, ma chère Sophia, puis évidemment, je voulais qu'on aborde, parce que là, le temps des fêtes s'en vient. On est à quelques jours après du temps des fêtes. Puis là, on se dit, est-ce qu'il y aura possibilité de peut-être vendre notre maison en décembre ou on est mieux d'attendre après les fêtes parce que veut pas, les gens ont leur attention vers autre chose actuellement, ou c'est bon de se préparer dès maintenant si on anticipe de la vente en janvier parce que, tu sais, je veux pas être prophète de malheur, mais il arrive des fois, après les fêtes, rapidement en janvier, des séparations parfois. Et évidemment, qui dit séparation dit faire, évidemment, chacun vendre la maison et trouver une demeure aussi, chacun notre tour. Là. Absolument. Donc, quel est peut-être un peu tes suggestions, tes conseils du moins en ce sens-là? Moi, mes conseils, c'est de commencer le plus rapidement possible. La minute qu'on pense qu'on devrait peut-être vendre notre maison, les gens ne réalisent pas que c'est vraiment un processus long et c'est quand même douloureux. Même quand on est bien accompagné, c'est de sortir tous les documents, c'est d'arranger la maison, de préparer la maison. Ça prend beaucoup plus de temps. On en a déjà parlé. Les gens, là, il y a une fausse imagination qu'on va mettre une pancarte, c'est fait. Le temps qu'on a le contrat, qu'on s'adonne, qu'on fasse des recherches, le courtier, il y a beaucoup de travail à faire. Puis cette année, on est dans une situation économique différente des autres années. Tu sais, quand on parlait même juste de la garantie légale, puis qu'on parlait des inspections, moi, je reviens toujours à parler de ça parce que ça fait 3 ans que le marché de l'immobilier est vraiment là, dans une montagne russe. C'est ça, c'est les vagues, ça monte, ça descend selon les années. Oui, là, c'est prouvé. Ben, c'est pas prouvé, mais les statistiques disent, si on lit des articles que je lis à chaque jour, ben, ils disent le marché immobilier en 2024 va être quand même beaucoup plus d'inventaire. Donc, le plus tôt qu'on est sur le marché, le mieux qu'on est, parce que les gens qui magasinent déjà pour, on va dire, le printemps
pour l'été. Tout de suite après le temps des fêtes, ils vont commencer. Et puis, durant le temps des fêtes, on est en vacances. Ouais. On sort notre tablette, on commence à regarder. Donc, si votre maison est sur le marché, bien, évidemment, vous allez avoir plus d'actions que si on attend justement au mois de février ou mars. Je dis pas que c'est rendu trop tard du tout, mais si vous avez déjà, vous pensez à mettre votre maison à vendre, le plus tôt qu'on le fait, le mieux que c'est. Ouais. C'est parce que c'est sûr que si tu veux vendre ta maison, là, faut que tu trouves un autre. Tu sais, pour un vendeur, c'est, quand tu disais tantôt, c'est douloureux, certainement, parce que, en plus, il faut que tu te dépêches dans un contexte où il y a peut-être pas nécessairement beaucoup de logements. Si tu optes pour un logement, le taux d'occupation, on le sait, c'est difficile de se trouver un logement à prix quand même abordable. Exact. Les maisons sont quand même encore élevées. Oui. Donc, tout ça, c'est effectivement un travail de longue haleine. Oui. Et évidemment, ben en tout cas, si tu disais que, puis je reprends un peu, on a encore un peu de temps, puis s'il y aura beaucoup plus d'inventaire, s'il y aura plus d'inventaire, est-ce que ça veut donc dire que disons, le gros bout du bâton sera davantage pour l'acheteur s'il y a plus de volume de maisons disponibles à ce moment-là? Ben moi, mes prédictions sont que oui. Déjà, on le sent. Moi, je dis vraiment, on voit une grande différence au niveau des vendeurs. Puis maintenant, ça fait, comme j'ai dit tantôt, ça fait 3 ans que, tu sais, j'ai une maison à vendre, je mets mon prix puis ça se vend. C'est plus la réalité. Déjà, on commence à sentir un relâchement. Les maisons se vendent quand même très bien. Le marché de l'immobilier est très en santé. Puis là, ça commence le fun parce que c'est juste un marché qui est plus équilibré, il est plus stable. Il y a moins de disproportion entre le clan vendeur-acheteur. Exactement. Puis tu sais, anciennement, là, on mettait une maison à vendre, on espérait la vendre en dedans d'une couple de mois. Puis quand on y arrivait, ben c'était le fun. Puis c'est ça qui se passe maintenant. Donc, c'est sûr qu'on ne dit plus qu'on va vendre une maison en dedans d'une couple de semaines. Ça va prendre des mois. Les prix sont pas à négociation aussi haut. Ça dépend de quel quartier, c'est sûr. Oui. Mais tu sais, nous autres, on représente Laval. Donc, je vous dirais que c'est comme très stable. Tu sais, c'est pas comme dans le Nord où est-ce qu'on voit déjà une descente plus importante comparativement à Montréal et à Laval. Et même les banlieues. Oui, c'est ça. Ça se maintient très bien. Surtout une maison clé en main. Si on a une maison clé en main, le courtier a fait vraiment son travail, à mettre un prix qui est juste, c'est pas surprenant qu'elle va partir assez rapidement. Ben, c'est toi qui auras... En tout cas, si je comprends bien, tu auras quand même beaucoup de travail en 2024. Le travail continue, on aime ça. Le travail continue. Ben, je te souhaite d'ailleurs un bon temps des fêtes, merci, ma chère. Toi aussi. Et à bientôt en 2024. Absolument. Merci. Ah, je sais pas, une mouette là, sur ton windshield dans le stationnement du McDo. C'était la scène du Titanic, t'as pas reconnu? Non. Non? Non, jamais j'aurais pu imaginer que c'était ça, Alex. Okay. Non, absolument pas. Je pensais que tu faisais le signe de, c'est pas la bombe atomique qui explose ou quelque chose comme ça. Ben, non, mais par contre, ce film-là que tu nous proposes, Nicolas Vincent-Poirier, merci d'être là. Oui, merci d'être là. On avait déjà commencé, ça a l'air. Oui. Cabotinons un peu, on en a presque pas l'habitude pour les gens qui sont des habitués. Mais par contre, Oppenheimer, le film est sorti cet été. On a longtemps eu ce débat, même entre toi et moi, on échangeait ensemble sur les réseaux sociaux à savoir quel allait être le plus grand succès de l'été. On l'a su, c'est Barbie. C'est Barbie, mais Oppenheimer, contrairement à Barbie, qui est très bon, c'est un excellent film Barbie, Oppenheimer, selon moi, c'est un chef-d'œuvre. On est d'accord ensemble, pour plusieurs raisons. Oui, pour plusieurs raisons, mais ce qu'il faut comprendre de ce film-là, c'est que c'est pas pour tout le monde et il faut être mettons, il faut être assez réveillé pour regarder ce film-là. C'est pas un film qu'on regarde en fin de soirée parce qu'on est fatigué. C'est un film qui demande, à la limite, un petit peu de recherche de notre part parce que, bon, Oppenheimer, c'est basé sur le livre, l'autobiographie de Robert Oppenheimer, qui est le père de la bombe atomique. Et ce film-là raconte son parcours, lorsqu'il était aux études jusqu'à la création de la bombe atomique. Les enjeux de sa par la suite, aussi, là. les enjeux de sa découverte. Et pour être capable de bien comprendre ce film-là, il faut avoir un background en physique pour comprendre un peu les théories qui expliquent ce que, je n'ai pas. Moi non plus. Et ça, je fais de la télé. Et il faut comprendre aussi la politique de l'époque. Et il faut connaître un petit peu son histoire. Je m'y connais en politique et en histoire, mais pas assez pour comprendre certains détails
qu'on explique dans le film Oppenheimer. Et c'est un film de 3 heures. C'est un drame. Oui, ça parle de la création de la bombe atomique, mais il y a pas, on voit pas de flashback de la guerre, on voit pas la bombe atomique exploser à Hiroshima ou Nagasaki, on voit pas de ça. Ce qu'on voit, c'est des particules qui explosent. À un certain moment, on voit une explosion quand ils ont fait le test pour la bombe atomique. Mais en dehors de ça, pendant les 3 heures, c'est vraiment un drame intense. Et pour ceux, justement, qui ne sont pas avisés de ça, c'est long. C'est long, pas à peu près. C'est pas nécessairement évident. Il faut se préparer à ça. Mais lorsqu'on l'est, c'est un film tellement intense. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Et pas juste pour... Je te mets juste une parenthèse parce que je trouve que l'exercice historique, tu sais, on a parlé de Napoléon, il y avait beaucoup d'incongruités sur le plan historique. Je dis pas que c'est parfait non plus concernant Oppenheimer, mais j'ai lu beaucoup avant, pendant aussi que le film était au cinéma, puis après même parce que c'est un sujet qui m'a, par la suite, après avoir vu le film, qui a continué de me fasciner. Puis j'ai vu quand même plus de vraisemblance dans la façon de traiter l'histoire, plus de respect des vrais faits qui sont arrivés. Et on en a appris beaucoup plus, je trouve, sur l'être humain qui est Oppenheimer, sur sa famille, le drame qu'il a vécu par la suite après avoir découvert aussi la bombe atomique, parce qu'il a été quasiment désavoué, il a été repoussé par ses meilleurs amis aussi. Il a beaucoup, on le sait, à en payer le prix d'avoir inventé cette bombe atomique aussi. Oui, tout à fait, parce que, bon, à l'époque, une affaire aussi, c'était que les Américains étaient à la chasse contre les gros méchants communistes en Amérique, et Oppenheimer, veut pas, lui, a été ami avec des sympathisants communistes. Donc, est-ce qu'il l'est, est-ce qu'il l'est pas? Une partie du film aborde ce sujet-là. Mais la raison pourquoi je trouve que ce film-là est vraiment un chef-d'œuvre, c'est que tous ces points-là qui sont assez complexes à expliquer, ils sont extrêmement bien vulgarisés par Christopher Nolan. Et surtout, bon, il y a des gens que c'est un film qui les a rendus très nerveux. Et dans le fond, pourquoi? C'est une série de conversations, techniquement. Il n'y a rien de nerveux là-dedans sur des sujets extrêmement précis. Mais c'est monté et c'est fait un peu comme une bande-annonce. Une bande-annonce, on regarde ça, c'est un 2 minutes, il y a une intensité et après ça, ça l'arrête. C'est un peu normal, on ne peut pas être bombardé d'une intensité pendant 3 heures de temps et c'est exactement ce que Christopher Nolan a fait avec ce film-ci. C'est des extraits dans la vie de Robert Oppenheimer. Et là-dedans, bon, pour nous faire comprendre certains détails, parce qu'on ne va pas tout nous expliquer, là, on n'aurait pas assez de 3 heures, ni même d'une semaine au grand complet pour comprendre tous ces sujets-là. Il nous explique la base, il y a des flashbacks par rapport à ce qui a déjà été amené dans le film qui nous aident encore plus à comprendre. Il y a des punchs même au travers de ce film-là. Ça rencontre avec Einstein? Ben, tout à fait. Et il y a des punchs à travers le film. Il y a un bon punch, je trouve, à la fin. Et c'est pas le genre de film, justement, un drame biographique qui devrait avoir des punchs. Et Christopher Nolan a réussi à en mettre un. Et cette intensité-là est créée également avec la musique. Dans la musique, il n'y a pas eu de drum. Christopher Nolan a dit, comme pas de drum, ça pourrait ressembler à une marche militaire, et ce que Oppenheimer n'était absolument pas. C'était pas un militaire. C'est là où j'allais avec toi. La courbe dramatique est incroyable. L'intensité, tu l'as évoqué. La musique, certainement. Puis aussi, on le sait, Christopher Nolan, autant dans sa façon de traiter un Batman, dans sa série Batman, bien sûr, avec la série qui a tant marqué, de façon très ténébreuse. On utilisait beaucoup les effets de lumière, le côté très sombre aussi. On a fait la même chose avec une autre façon, je comprends, mais on a très bien exploité l'image aussi et qui nous dévoile encore une fois pourquoi on doit voir ce film-là, soit au cinéma, soit du moins avec quelque chose de calibre, c'est-à-dire un écran géant avec du bon son aussi. Avec du bon son, parce que le son est incroyable dans ce film-là. Et ce qui fait le génie de Christopher Nolan, c'est que, regarde, ce film-là, ça fait depuis 2005, il y a 2 réalisateurs qui voulaient vraiment adapter le livre en film. On parle de Sam Mendes et Oliver Stone, 2 excellents réalisateurs. Mais je pense pas qu'ils seraient arrivés à faire ce que Christopher Nolan a fait. Je veux dire, j'étais nerveux, moi, tout au long du film, et c'est vraiment de la façon
que ça a été construit. On prend Napoléon, par exemple. Tu sais, c'est une série d'anecdotes, Napoléon, tout comme Oppenheimer. Dans Napoléon, il y a des moments, il y a des discussions c'est très personnel, on se sent près des personnages durant certains moments. Dans Oppenheimer, on sent une espèce de détachement, un peu comme dans une bande-annonce, avec l'intensité de la bande-annonce, à cause de la musique, et que c'est certaines anecdotes, c'est certains moments qui sont entrecroisés de flashbacks. Et vraiment, pour ça, c'est un chef-d'œuvre, c'est une réussite incroyable. Je trouve que de transformer un drame biographique comme ça en ce que Christopher Nolan a réussi à faire. Tu as parlé de Christopher Nolan parce que bon, son nom circule beaucoup. On le sait comme peut-être les 20 dernières années, un des plus grands cinéastes à Hollywood. On se trompe pas. Mais la distribution, incroyable. Non, mais parlons-en parce que, tu sais, celui qui incarne Oppenheimer, là, j'ai ma mémoire qui flanche. Cillian Murphy. Merci. On ne l'avait jamais vu dans un premier rôle au cinéma. Et il remporte tellement, pour moi, un Oscar. Je veux dire, pour moi, c'est digne d'une prestation oscarisable. Il y a déjà eu des premiers rôles, mais pas dans un grand film comme ça, pas dans un blockbuster comme ça. Oui, tu as raison, c'est sa première fois dans un gros blockbuster. Et vraiment, sa performance, elle est incroyable, tout comme celle de Emily Blunt, qui interprète la femme de Oppenheimer, Robert Downey Jr., Matt Damon. Tout est parfait dans ce film-là. C'est rare que je dise ça, mais vraiment, tout est parfait. Je t'ai jamais entendu dire ça gagner... en plusieurs années de collaboration, cette émission-là. C'est la première fois que je t'entends dire ça. Mais le seul truc, c'est qu'il faut être préparé à voir ça. Mettons, on est fatigué, on a notre journée de travail dans le corps, c'est peut-être pas le film à regarder, là. Tu sais, donc, pour ceux qui se posaient la question avec le Barbenheimer de cet été, le fait d'aller voir en même temps, dans la même journée ou la même fin de semaine, le film Oppenheimer et Barbie, il y en a qui disent Barbie en premier, Oppenheimer ensuite. Non, moi, je dis le contraire. Oppenheimer en premier et après ça, Barbie, parce que... au pays des licornes encore. non, mais je veux dire, on parle complètement de deux opposés en plus de tout ça, dans le ton, mais dans les intentions aussi. Mais je suis content que tu le ramènes parce que c'est la période de l'année où, si on a manqué des films, on aura le temps éventuellement dans les prochaines semaines, on sera peut-être en congé. Puis le film, évidemment, est disponible, donc on pourra prendre le temps de l'écouter. Tu sais, quand tu parlais, ça prend 3 heures, ben faut pas avoir une brassée de lavage ou ci ou ça, ou tu sais, avoir beaucoup un rythme infernal. Donc, je pense que justement, d'être un peu arrêté, je le dis comme ça, pendant la période des fêtes, ça va peut-être donner le temps aux gens de bien le digérer, de bien le visionner, de prendre le temps de comprendre les nuances aussi importantes dans ce film-là aussi. Bien, tout à fait. Puis de le regarder plus qu'une fois, parce que moi, j'ai besoin de le regarder plusieurs reprises pour comprendre le plus de choses possibles. Je suis sûr que j'ai compris à peu près le tiers qui s'est passé dans le film. Et bon, il y a une rumeur comme quoi est-ce que dans le film, Christopher Nolan a vraiment fait exploser une mini-bombe atomique ou quelque chose comme ça. Tu l'as entendu, cette rumeur-là? Oui, mais il n'y a pas eu de bombe atomique. Okay. C'est pas vrai. Christopher Nolan est très flatté qu'on pense qu'il irait jusque-là parce que Nolan n'aime pas utiliser des effets... Trop d'effets spéciaux, trop d'effets spéciaux par ordinateur. Donc oui, il y a eu une vraie bombe, et ce qui est rare dans des films, de créer une vraie bombe. On peut faire des explosions, faire exploser des choses, mais on va juste faire une bombe pour faire une bombe. Non, c'est pas dans tous les films qu'on fait ça. Et bon, ils ont utilisé du propane, de la poudre d'aluminium, du magnésium et toutes sortes de choses que bon. Donc, ils ont créé cette énorme explosion-là qui aurait pu faire très facilement par ordinateur, mais ça donne... C'est ce qui rajoute à la véracité de ce film-là. Exactement. Je pense que ça réussit aussi. Il nous reste un petit peu de temps ensemble, mon cher Nico. Je te demande en 2 minutes, mais moi je vais en prendre un là-dedans, ton film que tu attends le plus en 2024. Pour toi, là, c'est le film que tu veux voir en 2024. Un des films, c'est Dune. Un des films que j'ai très hâte de voir, là, Dune, le film devait sortir cet automne. Bon, ça a été repoussé à cause de la grève des acteurs et des scénaristes. Et bon, maintenant, ça va sortir, je pense, au mois de mars. Exact. Et j'ai très hâte de voir la conclusion de cette histoire-là. Et je te dirais que pour l'instant, c'est celui que j'ai le plus hâte de voir. Le calendrier de 2024 risque de nous surprendre aussi parce que, bon, tout a été décalé à cause de cette grève-là. Les tournages ont repris aussi, donc ça va ramener aussi des films peut-être à l'automne prochain au lieu qu'ils devaient peut-être sortir au printemps. Il y a peut-être ça qui va être aussi différent. Mais moi, Dune, je suis
J'ai tellement hâte, juste pour le génie de Denis Villeneuve et bien sûr l'histoire de Dune. Et Dune, pour Denis Villeneuve, en tout cas, c'est 3 films. C'est une trilogie. Alors, allons voir s'il va remporter son pari, c'est-à-dire d'avoir un autre succès au box-office et d'estime auprès de la critique, et même de Steven Spielberg, par exemple, qui a louangé le film. Et par la suite, ça pourrait peut-être mener aussi à un volet 3, parce que pour lui, c'est une trilogie. C'est ce qu'il a évoqué. Moi, je parie qu'il va en avoir un 3e. Et je parie aussi que Oppenheimer va gagner aux Oscars au niveau du meilleur montage sonore. Beaucoup de choses, meilleur film de l'année, meilleur scénario, meilleur acteur, acteur de soutien et une panoplie d'autres. Mais le mix sonore dans ce film-là est absolument incroyable et je mise une pièce. Une grosse pièce. Ben moi, un sac de popcorn aussi débat. OK. Puis on verra bien, mais j'ai l'impression que Barbie va être considérée dans bien des catégories aussi. Je pense qu'au-delà du succès populaire, les costumes. Ça a été un succès aussi sur le plan de, on le sait, l'émancipation féminine, sur beaucoup d'aspects qu'on a évoqués à cette émission. Tout à fait. Je te dis à très bientôt pour la dernière la semaine prochaine de la saison. Merci beaucoup de nous choisir. Évidemment, tout temps, si vous avez des suggestions que vous aimeriez qu'on aborde, des commentaires, vous pouvez les acheminer par notre page Facebook aussi. Retracer toutes nos entrevues sur notre chaîne YouTube. Je veux remercier les artisans de cette émission. Jacques, Alain de la réalisation, aussi Normand, Daniel, Simon, Lucette, Félix aussi qui a contribué cette semaine, Sophie, Eduardo également, directeur général ici de TV Laval, et de même que Normand. Je veux évidemment vous rappeler que vous pouvez nous appuyer, vous procurer vos cartes de notre bingo, mais aussi une nouvelle façon de jouer, pas seulement qu'à cette antenne. Vous pouvez aussi le faire sur notre site Internet, sur le tvrl.ca. Cette semaine, 3 500 $, dont 2 300 $ pour la carte pleine. Allez, je vous dis à très bientôt pour la dernière de la saison avant Noël. À la semaine prochaine.